stressée. T'es stressé, oui. Surtout qu'on ne sait pas de quoi on va parler. Là. C'est ça. Alors, bonjour tout le monde. Je suis aujourd'hui avec Christelle Tremblay. Allô, Gab. Merci d'être là. Ah, ça fait plaisir. Yes. Quoi de neuf? De quoi qu'on parle aujourd'hui? Je sais pas. De quoi tu veux parler? OK, ben, après les quelques podcasts que j'ai faits, qu'est-ce qui m'intéresse de ces temps-ci? Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend que ça va peut-être se développer puis ça va donner quelque chose. Mais c'est the journey. La journée. Non. C'est que j'aime la journée. Je pense pas que journey, ça se traduit en journée. Non? Non. Ah, ben, OK, d'abord. Comment tu traduirais? Ah, ben plus comme une aventure, journey. J'allais utiliser épopée parce que mais j'aime ça, le terme. C'est grandiose. Tu te souviens-tu de l'émission Épopée Rock? Non, mais ça me dit quelque chose. C'est un peu poche. Il y avait ben non, c'était quand même bon pour le vrai. Il y avait Gilda Roy, puis la toune était drôle, je la ferais écouter. Okay. Épopée Rock. Puis le monde, s'il écoute ça, ben, Épopée Rock, allez checker la toune, elle vaut quand même la peine. Soit en fin de compte, c'est ça, c'est un peu sur la... Je peux pas dire épopée tout le long. Je trouve qu'épopée, c'est ça, mais j'aime pas le terme. Ouais, l'épopée, soit que l'épopée de faire quelque chose, la transformation, qu'est-ce qu'on fait par la suite, qu'est-ce qu'on découvre, où est-ce qu'on a eu des beaux hauts, où est-ce qu'on a eu des beaux bas. As-tu des beaux bas? Ouais. Alors, j'aimerais ça qu'on fasse si ça te tente. Sinon, on peut partir. Si tu es inspiré par quelque chose, on peut y aller. Sinon, je ferais comme un espèce de recap parce que je sais que tu as vécu, tu es allé, tu travaillais au gouvernement. Après, tu as décidé à un moment donné de partir pour aller travailler à Médecins sans frontières, qui a quand même été, j'imagine, une expérience traumatisante. Et extraordinaire. Ça fait que let's go, je pense. Ouais. Peux-tu me donner une petite intro de mon parcours? Ouais, puis on va voir où est-ce que tu es rendu plus tard. On va se donner une chance. OK. Fait que, oui, j'ai travaillé au gouvernement, si on part de là. J'étais professionnelle en fonction publique. Puis quand je suis rentrée au gouvernement, mon objectif, c'était de travailler au ministère de l'Immigration parce que j'étais fascinée par... La possibilité de mettre les mains dans la machine puis de rendre l'immigration plus ouverte, plus humaine, plus accessible. Puis je continue de croire sincèrement que l'immigration, c'est l'avenir de notre société dans le sens où, avec la crise climatique qu'on connaît, peu d'endroits sur la Terre sont aussi privilégiés que nous. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir venir. Ah, définitivement. Donc, je pense qu'en étant au ministère, j'avais vraiment cette envie-là de faire percoler vers le haut des notions d'avant-garde puis d'initiative pour créer un gouvernement, une fonction publique qui soit vraiment dans une initiative de transformer la vision sociale de l'immigration pour en faire quelque chose comme un moteur puis d'être... Gros mandat. Meilleur que ce qu'on fait présentement, qui est beaucoup comme de la rétention, puis dans une illusion économique de l'immigration. Qu'est-ce que tu veux dire par rétention puis illusion économique? C'est-à-dire qu'on essaie d'empêcher les gens qui veulent venir de venir par le seul fait de leur intention de venir, mais plutôt de maintenir une illusion qu'on choisit les immigrants qui accèdent à chez nous en fonction de notre économie. Et moi, je qualifie ça d'une illusion parce que c'est vraiment un phénomène humain, l'immigration. Puis, bien sûr, c'est un phénomène qu'on pourrait dire économique, mais qui n'est pas, fondamentalement, il n'est pas économique. C'est vraiment une aventure humaine. Puis les gens qui choisissent de venir jusqu'au Canada, c'est pour des raisons vraiment variés, souvent pour l'avenir de leurs enfants. Probablement économique. Je veux dire, s'il y a de la job, ou si c'est mieux. Sécuritaire. C'est comme, c'est vraiment une aventure de vie, là, de choisir d'aller, de braver les bureaucraties, les risques, de perdre tous les acquis, puis d'aller vers vraiment de l'inconnu pour augmenter le potentiel de ses enfants en termes de sécurité. De mieux-être d'avenir, de qualité de vie, fait que d'éducation, en tout cas. Fait que moi, je suis passionnée par ça, puis je trouve qu'on pourrait être à l'avant-garde de ça, puis que nos gouvernements sont à la traîne, effectivement. Mais je suis rentrée au gouvernement, j'ai atteint un poste
intéressant au ministère. J'ai passé là 5-6 ans. J'ai trippé bien raide. Ah oui? Ah oui, les premières années, j'ai trippé bien raide. J'avais les mains dans la machine, là. J'influençais la chose politique, les programmes, les idées. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Mm-hmm. Puis, au bout de 4-5 ans, j'ai plus du tout aimé ça. C'est-à-dire que... Là, t'as réalisé que ta main était pognée dans la machine, ou? Oui. OK. Ben, en plus, il y a comme dans les bureaucraties, il y a un phénomène d'ascension verticale qui est un système d'un peu de promotion. Vu que tu es performant, que tu es motivé, que tu as plein d'idées, puis que tu travailles sans compter tes heures et ton énergie, ben on te promeut. Right. C'est la... de la méritocratie, de comme tu travailles, t'en veux plus. C'est ça, une organisation verticale. Oui. Ça t'amène à des postes de plus grande responsabilité. Fait que là, j'ai obtenu ces postes-là et je me suis retrouvée à gérer des équipes dans des domaines qui m'intéressaient pas, pour lesquels j'avais pas de connaissances, puis qui étaient pas du tout près de mes intérêts personnels. Ça me fait penser à la théorie de Dilbert, c'est ça? Comme, attends, je me souviens plus c'est qui avait fait cette théorie-là, mais tout le monde... promu jusqu'à sa propre incompétence. Promu jusqu'à sa propre incompétence, oui, exactement. Je me souviens plus c'est qui avait... c'est qu'en fin de compte, t'as été directement très compétente pour te rendre dans une place où est-ce que t'étais un petit peu pognée puis incompétente, quoi. Ouais, ben c'est surtout que la gestion, c'est très, très humain. Mm-hmm. Fait que si toi, t'es pas très heureux ou en phase avec tes intérêts personnels, ta curiosité puis tes propres motivations, ben nécessairement, tu vas infliger quelque chose d'un peu agressif ou désobligeant aux membres de ton équipe. Tu sais, pour moi, la gestion, c'est vraiment de l'ordre de la relation humaine. Ah, définitivement. Puis je pense que quand on s'aime pas ou qu'on n'aime pas ce qu'on fait puis qu'on est dans une rough patch, ben c'est dur d'être un leader positif. D'être un bon leader, oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que là, j'étais comme... C'est clair. J'avais peut-être une 30aine de personnes, puis... j'étais en informatique, j'ai aucun bagage informatique. Oui, c'est ça. Là, tu sais, right. En tout cas, les défis s'accumulaient. Là, tu n'étais plus dans le domaine de l'immigration? J'étais encore dans le ministère de l'immigration, mais je travaillais maintenant pour l'administration, c'est-à-dire le corps de la machine. OK, c'est ça. Donc, puis où est-ce qu'il y avait besoin de... Tous les services communs. Qu'est-ce qui fait que 2000 personnes peuvent travailler? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'occupent de leur fournir du matériel informatique, des applications, des systèmes d'accès, de courriel, un réseau, une infrastructure. Genre le sang, quasiment. Exactement. Le sang de l'organisation. Oui. Donc, très en lien aussi avec les ressources matérielles, les gens qui achètent, qui payent les billes d'électricité, qui achètent les fournitures, qui s'occupent de la gestion des locaux, de la maintenance. Donc, j'ai découvert tout un monde, en fait, qui est comment on tient une machine, en fait. Peu importe ce qu'elle fait, il faut tenir cette machine-là. Ben oui. Et donc, j'ai appris énormément sur l'administration et je me suis vue devenir quelqu'un d'assez désagréable à fréquenter. C'est-à-dire... Sérieux? Ou tu te voyais dans le futur devenir désagréable ou tu étais déjà rendu sur le désagréable? J'étais en train de le devenir parce que... dans le fond, je me raccrochais aux peu de choses qui m'animent, c'est-à-dire l'efficience, être efficace, choisir les meilleurs outils pour faire le moins d'efforts pour faire des jobs que je considère vraiment plates. Donc là, tu sais... Oui, c'est ça. C'est pas une bonne place où pouvoir mettre toute sa créativité et toute sa bonne tête. J'étais devenue sec, là, dans le sens où très, très axée sur le résultat et sur la tâche et très peu sur les gens parce que je partageais pas leur passion. T'aurais dû te faire un KPI de bonheur. Oui, mais je l'ai fait d'une certaine façon parce que j'ai démissionné. C'est à ce moment-là, à peu près que j'ai démissionné. Right. Donc, j'étais... si on veut, j'ai bénéficié d'un joyeux concours de circonstances parce que j'ai échoué le concours, l'examen qui m'aurait permis d'être nommée gestionnaire. Donc, d'être encore plus incompétente. J'agissais comme d'être reconnue dans ma compétence alors que moi, je me considérais incompétente. Right. Donc, j'agissais comme gestionnaire vu par un programme de relève de gestion. OK, tu sais que tu étais comme intérim. Oui. Okay. Depuis 1 an. Et là, le concours gouvernemental est sorti, ce qui a permis à toutes les gens qui, comme moi, étaient par intérim, d'aller se faire confirmer. OK. Or, j'ai été parmi les seuls, là, je veux dire, sur en tout cas, sur des très, très gros pourcentages de réussite, j'ai été parmi les seuls à échouer. Puis pas de peu, là. J'ai échoué monumentalement. C'est comme si cet examen-là
j'avais tout fait pour le saboter. Mais j'ai pas eu l'impression de mal faire mon travail. J'ai très bien fait mon examen dans ma conscience de cet examen-là. Mm-hmm. Mais je l'ai échoué lamentablement. Ça l'a un petit peu désorganisé les ambitions que l'organisation avait pour moi. Right. Mais bon, j'avais beaucoup de confiance de la part de mes supérieurs. Fait qu'ils m'ont offert à peu près tous les jobs qui étaient comme disponibles d'adjointe de ci, de ça. Fait que j'ai pu, pendant quelques mois, accompagner d'autres gestionnaires que j'aimais bien dans des projets, puis d'être active, puis de bien collaborer. Pourquoi tu as échoué? Est-ce que c'est que tu n'avais pas les compétences pour, ou est-ce que comme est-ce qu'il y avait comme un certain autosabotage de comme j'ai pas nécessairement le goût de me rendre là? Déjà là, si t'es pas heureux ou heureuse pendant que t'es en train de faire une affaire, puis ils disent OK, vas-y, là, maintenant c'est le temps pour que tu deviennes genre, on va te donner le galon. Est-ce que c'est un petit peu ça, ou c'est comme. Ben, toutes ces théories-là sont séduisantes, puis ils me parlent, mais en fait, ce que je pense qui est arrivé, c'est que je suis vraiment pas faite pour être gestionnaire. Code 4, au gouvernement, de gérer des personnels opérationnels. Cette structure-là, bureaucratique, c'est une machine dans laquelle je peux fonctionner, mais intérieurement, j'ai envie de me battre contre les murs constamment, puis de briser la machine. À chaque fois que j'avais une shot à être assis à une table décisionnelle de haut niveau, je remettais en question le fait que le Québec a un ministère de l'immigration. Moi, j'aime remettre les choses en question. J'aime challenger, révolutionner les programmes, se poser des grandes questions d'avenir. Fait que, je veux dire, gérer une direction d'informatique, gérer des opérations. J'ai clairement pas le profil. Mais j'ai pu me camoufler tellement qu'on m'a offert le poste qu'on a pensé, puis que plein de gens me trouvaient bien bonne dans ce que je faisais. Mais c'est un mauvais fit, parce que c'était toute une opération de caméléon, finalement. Je comprends tellement qu'est-ce que tu veux. C'est ça, une opération caméléon où tu es capable de faire ça, mais c'est sûr que si tu veux remettre la machine en question, c'est pas toi qui devrais faire la maintenance. Puis que finalement, le seul moment où je m'amuse, c'est cette petite heure-là où j'ai réussi à piquer 3-4 idées grosses, mais que tout le reste de ma semaine a été un calvaire, là, avec peu de goût, tu sais. Il se passait pas grand-chose. Fait que là, le fait que j'ai échoué le concours a confirmé, tu sais... Le choix interne, que fallait que c'était le moment ou jamais de sortir de là. C'est-à-dire que si j'avais réussi le concours, il y avait comme un petit 100 000 $, là. Un petit 100 000 qui traîne comme ça. Oui, c'est sûr que ça devient séduisant avec de changer de direction, fait que d'aller peut-être vers des sujets qui m'auraient plus alimenté. Fait que j'aurais probablement tenté de donner une petite année de plus. Là. Je connais les on a tous des besoins de la prison dorée, puis je sais que je suis susceptible à ça, mais je pense qu'on l'est tous aussi. Ouais, mais ça a été en tout cas, ça a été le parfait déclencheur pour moi de l'échec de ce concours-là. Puis dans le fond, j'ai reçu le email, j'étais dans un aéroport, je revenais de vacances. Je revenais d'une retraite tibétaine dans le désert, tu sais. Nice. Gros rituel, 5 jours de silence, en tout cas la patente là, dans le désert de l'Arizona avec un moine bouddhiste vraiment flyé. Puis, tu sais, cette démarche-là spirituelle, c'est ça que je faisais toutes mes vacances. Fait que, tu sais, dans l'aéroport, en revenant, je reçois le courriel qui dit que j'ai échoué lamentablement le concours de gestion. Et là, je suis vraiment en phase avec mes sensations, je peux te dire, après 10 jours dans le désert. Et je n'ai aucune sensation. Aucune sensation. Même pas un petit toit-boyau d'avoir déçu la grande... Rien. Je m'en fous, mais comme de l'an 40. Là. En fait, j'ai plus d'intérêt pour l'an 40 que pour devenir gestionnaire au gouvernement. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, ben c'est réglé. On sort de là, tu sais. Parfait. La démission. Donc, j'ai remis ma démission. Et parallèlement, j'ai appliqué pour Médecins sans frontières parce que... bien que je sache pas vraiment qu'est-ce que l'avenir me réserve, tu sais, la seule chose dont je me souvenais d'avoir été super allumée, c'est un rêve d'ado d'être correspondante de guerre. OK. Puis là, ben d'ado, tu sais, à 10-11 ans, c'est ça que je voulais faire dans la vie. À 10-11 ans, correspondante de guerre? Ah oui. Aller dans l'œil. Où est-ce que les guns, puis il y a du monde que ça saute, puis c'est pas confortable? Tout ça, là, l'œil de la tempête, là, où ça se tire dessus, le grand drame humain de s'entretuer. Qu'est-ce qui te plaisait? Ben, est-ce que tu sais qu'est-ce qui te plaisait là-dedans, ou c'était juste une attraction qui était... Je le comprends de plus en plus, ce qui m'attire là-dedans. Puis c'est pas rose, mais ça a toujours été pour moi ce qui m'appelait le plus, en fait. Là où j'ai cru que j'allais
vraiment là, me rencontrer, T'actualiser, me là. distinguer, devenir qui je suis, développer des super pouvoirs. Genre, c'est ça que je veux faire, tu sais. Puis là, bon, mon parcours d'études et tout ça a fait dévier le fait que j'ai vraiment, vraiment eu peur d'écrire. Puis ça me fait peur, le journalisme. Puis ça me fait peur là, d'être reporter, puis d'avoir à écrire un texte. Puis... Les guns te font pas peur? Non, mais le crayon te fait peur. Écrire un article. Ça, damn, là, les sueurs froides, puis les nuits blanches, puis toute la patente. Oh, wow! Mais tu sais, vivre en plein milieu de là où ça tire du gun, je dors très bien. C'est cool. Ouais. Je dors très bien. Ouais. Fait que là, correspondante de guerre, not so much, mais avec l'expérience que j'avais en administration, c'était assez facile d'entrer. J'ai cru que ça allait être assez facile d'entrer dans une organisation humanitaire qui travaillait en zone de guerre. C'est sûr qu'ils ont besoin d'administrateurs, c'est sûr que... C'était le bypass là, automatique pour moi, fait que j'ai appliqué, je pense, dans 35 postes. OK. Dans un nombre de peut-être 10 à 15 ONG différentes. OK, genre tu savais, c'est là la ligne. J'ai tiré... J'ai plus le goût de faire ça, maintenant ça va être ça. 35 applications, let's go. Puis toutes les ONG possibles, et j'ai eu une seule réponse. Okay. Donc, ce que je croyais facile ne l'est vraiment pas. Finalement, la majeure partie des ONG n'embauchent presque que des gens qui ont de l'expérience dans l'humanitaire à l'étranger ou du moins dans l'humanitaire local. Mais je peux comprendre parce que, tu sais, une petite Québécoise tranquille à être ici, puis après tu t'en vas dans une zone de guerre ou quelque chose, puis ça, c'est ça. Santé mentale explose, pas capable de gérer sa propre personne. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tu veux pas un mental breakdown là-bas? Mais bon, l'ONG qui m'a répondu, Médecins sans frontières, a des politiques de recrutement où ils ont énormément besoin de staff. Ils ont un taux de roulement de fou, des salaires de merde, entre autres, mais ils ont un très, très gros taux de roulement. Et ils sont très, très gros. C'est comme une opération à 38 000 personnes mondialement. Là. Est-ce que des personnes énorme. qui font carrière là-dedans ou c'est plus des grands... 2-3 ans, puis après, tu as découvert quelque chose de toi, puis tu passes à quelque chose d'autre? La majeure partie, 50% se désistent, démissionnent après les premiers 6 mois, après la première mission. Je sais pas, c'est une réalité autre que... Je suis pas étonné. Puis là, il y a un deuxième 50% qui débarque après la deuxième mission. OK. Fait que, après, il te reste un 25. Après, ce qui reste, là, c'est des gens qui ont un potentiel de faire de 3 à 7 missions, généralement. OK. Ou à évoluer dans diverses instances de l'organisation, des sièges locaux de recrutement, de ramassage de fonds, de collecte de fonds, de Parce que c'est si difficile qu'après 3 à 7, tu as vraiment besoin de passer à quelque chose d'autre pour... Ouais. Puis tu sais, c'est comme... Tu sais, je le dis, puis j'ai encore une partie de moi qui est gênée, parce qu'il y a vraiment un désir auquel j'ai adhéré, que je ressens, que je partage, de correspondre à l'idéal de l'humanitaire qui est dur à cuire, d'une certaine façon, qui, lui, est capable d'enfiler des missions et n'est pas bouleversé. Mais... C'est weird, hein? Parce que je sais pas pourquoi. Genre dur à cuire, mais comme... Tu perds ton émotion, tu perds ton humanité. Puis en aidant l'humanité, tu ta peur. Est-ce que t'aides vraiment? Ça là, doit ça, être... c'est une astuce de question, mon gars. Là. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Là? C'est spécial. OK. C'est spécial. Mais bon. Là, il y a 2-3 affaires que t'as enfilées qu'on va reparler. Mais c'est cool, continuons. Puis après, fait que là, j'ai appliqué. Si je me souviens des affaires. Eux, ils m'ont recruté, tu sais, parce qu'ils ont full de besoins. Sinon, ils font juste cette mission. Ils ont 7. Si la minorité fait cette mission. Ouais. Puis, tu sais, bon, ils ont énormément de besoins. Puis des administrateurs, c'est pas comme des infirmières. Médecins sans frontières recrutent plus d'infirmières. Donc, ils ont plus de candidatures d'infirmières qui rentrent, des administrateurs un peu moins. Donc, il y a des profils aussi. Je tombais dans un profil plus rare, on peut dire, avec de l'expérience, ce qui est très peu commun. Néanmoins, c'est la seule ONG qui donne la chance aux premiers venus, si on veut. Ils ont un processus d'entretien de 3 à 4 niveaux d'entretien très, très sérieux quand même. OK. Par contre, tu sais, c'est pas difficile là, quand tu sais t'es qui. J'imagine tout dépendamment où est-ce que t'es, puis tout le kit, c'est quoi le... Mais tu sais, j'ai entendu t'avais une vision claire aussi quand t'as voulu aller faire ça, tu sais. Oui, puis assez d'expérience de vie, tu sais, j'avais
je pense, 31 ans. Assez d'expérience de vie pour savoir mes limites, des stratégies de gestion de stress éprouvées, là, tu sais, que j'en ai vécu dans ma vie du stress, puis je sais comment je réagis, puis comment me gérer, tu sais. Donc, une expérience de vie fait que ça aussi, ça démarque aussi, là. Ils ont beaucoup plus de réserve à embaucher quelqu'un qui sort de l'université, mettons. Ah, j'imagine. Ben, quelqu'un, justement, juste avec des grands idéaux, avec, t'es comme... Mais qui se connaît la pas. préparation, là, le stress, c'est ça, être capable d'avoir déjà géré du monde. Une maturité, puis une capacité de gestion, puis tout ça. Fait que là, dans le fond, ils m'ont embauché, puis le moment entre lequel ils t'embauchent puis le moment où tu pars en mission, c'est du grand flou, fait qu'ils arrêtent pas de te dire de pas lâcher ta job. Parce que le départ en mission dépend unilatéralement des besoins du terrain. Fait qu'aussitôt qu'il y a une position qui s'ouvre sur le terrain, que cette position-là est attribuée d'une certaine façon dans la poutine interne au Canada. Le Canada remplit cette position-là. Ils vont m'envoyer un courriel, me dire ça te tente-tu de partir dans 3 semaines dans tel pays. Puis toi, tu peux décider oui, non, c'est ça. Puis là, fait que tu sais, l'aléatoire de ça fait en sorte que ça peut être long avant que tu partes en mission. Donc moi, ça a pris 3 mois. OK, quand même. Ben, c'est pas si long, je pense. Donc, ça a été très rapide. Il y a des gens qui attendent presque 1 an là, avant de partir. Donc, j'ai continué 3 mois, ces 3 mois-là au ministère, jusqu'à mon jour de départ. Puis eux, ils m'ont dit au revoir. Ça te dit, je pogne mon pack-sac, puis je m'en vais où? Je suis partie en République démocratique du Congo. Oh! Oui, c'est le Congo. Le Congo, c'est un des plus gros pays d'Afrique. Là. C'est immense. Moi, j'étais plus à l'est. Très, très à l'est, c'est-à-dire près de la frontière du Rwanda et du Burundi. OK. Tellement près là, qu'on atterrissait à Kigali, là, au Rwanda. Là. Donc, on prenait l'aéroport puis le transport du Rwanda pour rentrer au Congo. Je suis désolé, je peux être inculte par rapport... Je suis inculte par rapport à ça. On va faire de la géographie africaine jusqu'à la limite de ma connaissance. Est-ce que c'est par Boko Haram était... Non? Boko Haram, c'est le Nigeria. OK. On est dans l'ouest complètement. Ouais. OK. Mais là, j'ai été là, dans ma 2e mission, c'était sur le territoire de Boko Haram. C'est peut-être pour ça que tu as en tête. OK. On a peut-être déjà parlé ensemble. Oui, je pense que c'est probable qu'on en ait déjà parlé. Alors... Fait que là, j'ai atterri à Kigali par une belle nuit. Puis là, je suis débarquée à l'aéroport, puis c'était super luxueux, puis j'ai payé mon visa d'entrée avec ma carte de crédit, j'en revenais pas, j'étais là. C'est pareil qu'ici, ça. Damn, là, tu sais. Puis c'était-tu luxueux pour de vrai? Ouais. Kigali, c'est extraordinaire comment tous ces préjugés de l'Afrique s'effondrent. Kigali, au Rwanda? Ouais. C'est un pays qui est reconstruit, puis qui est presque neuf, et qui sent le char neuf. Ouais. Puis là-bas aussi, il y a comme c'est-tu au Rwanda qui ont interdit les sacs de plastique sous peine d'emprisonnement ou de 20 000 $ d'amende? Wow! Fait qu'il y a plein de monde qui arrive avec leur pack wrappé dans du gros cellophane, là, parce qu'à l'aéroport, ils offrent ces services-là. Puis là, quand ton pack... Il rentre en tôle. Ben non, il te l'enlève. OK. Puis il t'explique la loi du pays. Wow! De même, mais tu sais, gentiment. Tout le monde est gentil parce que tout le monde est très surveillé par le gouvernement. OK. C'est une dictature sociale, on pourrait dire. Une dictature qui investit énormément dans les logements abordables, dans l'éducation, etc., etc. Néanmoins, c'est un régime qui perpétue une certaine menace ou tension sur ses citoyens pour éviter un 2e génocide. Donc, tu sais, je veux dire, c'est un bon argument. Les gens... C'est un bon... L'adhésion est totale. Fait que, tu sais, c'est comme le président, il est voté à 97%, puis tout le monde ferme sa gueule. Fait qu'en tout cas, je suis atterrée à Kigali, j'ai payé mon visa, puis c'était un visa d'entrée-sortie, là, fait que c'est juste un visa de passage. OK. Donc, normalement, MSF avait booké et ça, c'est typique d'MSF, ils te disent, oui, on a booké un transport. Quand tu dis MSF, c'est Médecins sans frontières. Ouais, c'est ça. Eux, ils disent tout le temps, il y a tel gars avec tel char qui va venir te chercher à l'aéroport. Et sur les 3 missions que j'ai faites, c'est jamais arrivé. Mais tu sais, c'est jamais... Ça a tout le temps été vraiment prévu, mais c'est tout le temps passé de quoi?
Right. Je pense que j'ai jamais croisé un expat qui s'est fait récupérer à l'aéroport sans anicroche, là. Oui, sans anicroche ou sans... C'est juste pas le même char, pas le même gars, pas... Ah, mais il y a tout le temps un petit quelque chose de... Mais tu sais, c'est vraiment la joie de avoir 18 heures d'avion dans le corps, être sur un gros décalage horaire, pas sentir bon. Être dans une place pour la première fois, puis tu toutes sens les odeurs, les arômes. Toutes les odeurs, tout est différent. Puis là, enfin, tu sors, t'as ton visa, t'as passé les douanes, la menace est derrière toi. Right. Là, tu sors de l'aéroport, tu prends une puff d'air libre. Je viens d'arriver ici. Puis là, tu te dis, damn, où est-ce qu'il est, mon char? Où est-ce qu'il est, mon chauffeur? Ah non, il est 4 heures du matin au Rwanda et je suis seule. Fait que là, c'est comme ça que ça se passe généralement. Wow. Puis là, il y a tout le temps du monde qui sont là avec des taxis. Oui. Fait que là, j'ai approché un gars, je dis « Allô, mon chauffeur est pas là. Il s'appelle Monsieur Chance, d'ailleurs. Rwandais. Nice. Ah, c'est un beau nom de famille. Ouais. Les Congolais puis les Rwandais ont des noms là, succulents. Succulents, là, tu sais. Vraiment, vraiment, l'utilisation du français est adorable dans les prénoms et les noms. Fait que là, j'explique la situation, puis il est comme, on va l'appeler. Fait que le gars m'a full aidé à téléphoner à Chance. Ah, good. Je pensais que ça allait partir dans une autre conversation. Non. En fin de compte, il m'a dit oui, pas de problème, un billet. Va voler tout mon argent. Non, c'est comme le Rwanda, c'est ultra sécuritaire. OK. Tu peux vraiment te promener de façon plus sécuritaire au Rwanda qu'à Montréal. Ah oui? Ouais, parce que justement, la menace que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que il n'y a rien qui peut se passer parce que ce serait beaucoup plus grave pour l'agresseur en bout de ligne que pour qui que ce soit. T'sais. OK, oui, je comprends. Il y a vraiment comme tout le monde se check, mais ça alimente un sentiment de bienveillance. Ben, j'imagine aussi, tu sais, comme avec leur histoire, tu sais, justement. C'est ça, là, le traumatisme est grand, on peut pas comprendre. Fait que là, j'arrive, Chance vient me chercher, il m'amène dans la maison de passage, si on veut, là, c'est comme une auberge que lui, il tient, puis lui, il fait du business avec Médecins sans frontières, fait qu'il récupère des gens, puis il les fait passer la frontière le lendemain pour rentrer au Congo, parce que les missions de Médecins sans frontières au Congo sont énormes. Ah oui? Fait qu'il y a beaucoup de monde qui rentre puis qui sortent. Fait que lui, tu sais, il s'est trouvé un business là-dedans. Fait qu'il est bien content. Là, j'arrive dans la maison, là, tu sais, bienvenue en Afrique, là, tu sais, c'est pas pareil. Puis là, il y a un gars qui dort sur le divan recouvert d'une serviette, tu sais. Puis bon, tu sais, il y a des pratiques qui sont pas tout à fait les mêmes. La serviette, c'est commun? Ben, dormir un peu n'importe où recouvert d'un drap ou d'une serviette, là. Aussitôt que t'as la tête recouverte, t'es comme dans en train de dormir. C'est ça. Okay, nice. tu dors. Moi, je vois ça comme quelqu'un qui est mort, habituellement. Ici, le drap d'en face. Mouches, c'est important de se protéger la nuit. Là. Puis de la lumière, parce que les lumières sont ouvertes. Puis aussi, c'est comme plein de gens dorment avec la lumière allumée. Là. Ben, ceux qui ont des lumières, là, mais en ville, généralement, les gens ont l'électricité. Puis c'est comme commun de dormir les lumières allumées. Là. Ça, c'est un peu perturbant. Mais bon, pourquoi? Je sais pas. Non? Je sais pas. Parce que ça attire les mouches aussi? Ouais, je sais pas. OK. Je sais vraiment pas. Fait que là, j'ai passé la nuit là, puis le lendemain, dans le fond, on avait 4 heures de char pour me rendre au Congo. Fait que là, on rembarque dans le char. Ouais, un vrai 4 heures sur une route de meilleure qualité. J'ai jamais vu ça au Canada. OK. Excellent tarmac, slick, là, ça roulait, puis on avait un bon char confortable. Vraiment nice. Le Rwanda, c'est magnifique. Plein de paliers de thé, puis de culture. Ça doit être, des collines verdoyantes. Ça doit être vraiment beau. Super beau. Il y a des animaux, Non. Ah. Mais au bout de 4 heures, on est arrivé à la rivière Ruzizi. Et là, à la frontière, donc là, mon chauffeur me débarque et me dit « Voici la douane rwandaise. Tu vas faire étamper ton passeport pour ta sortie. Right. Et là, tu vas traverser le pont. Et de l'autre côté, c'est la douane congolaise. Et de l'autre côté, il y a une voiture MSF, un chauffeur MSF qui t'attend, qui va te prendre après ton entrée au Congo, puis t'amener au bureau. Au revoir, il me donne mon pack-sac, puis lui, il s'en va. Il continue fait que là, je vais faire la file à la douane rwandaise pour qu'il tamponne ma sortie du pays. Je traverse le pont, j'arrive à la douane congolaise. Et là... Mais là, tu sais, déjà, il n'y a plus de tarmac, il n'y a plus d'asphalte, ce n'est que de la boue trouée. C'est franc séparé. Ah non, c'est franc deux mondes. Là. Tu regardes d'un côté puis tu regardes de l'autre, c'est deux mondes différents. Là. OK. Puis c'est pas Ruzizi, c'est pas le seul exemple à Goma. Il y a plein d'endroits où la frontière Rwanda-Congo, elle existe. Puis je l'ai vu plein de fois dans des documentaires ou dans des séries là, du monde qui l'ont filmé parce que ça n'a pas de bon sens, le clash. Ah oui, hein? Ça n'a pas de bon sens, le clash. La grande pauvreté, puis l'état, là, mais
destruction totale, là, décrépitude là, Mm-hmm. du côté du Congo par rapport à... Tout est nickel là, du côté rwandais. Là. C'est vraiment hallucinant. Fait que là, je traverse au Congo, j'arrive au bureau, puis là, j'ai un papier avec 4 carbones à remplir avec un crayon qui écrit plus. Un beau petit plastique. C'est ça. Oh, oui. Puis là, je suis stressée un peu, tu sais. C'est sûr. Surtout que si tu vois la différence, c'est comme... Tu sais, il y a une maman là, qui marchait d'un côté, qui traversait la frontière, elle avait un panier sur sa tête avec 12 poules vivantes. C'était comme... Où est-ce qu'on est? Tu sais, soudainement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent qui méritent toute ton attention. Ouais, c'est clair. Parce que c'est des choses que tu n'as jamais vues. Wow! Fait que là, j'ai rempli mon papier, puis là, j'arrive pour donner mon passeport et mon petit bout de papier au monsieur bedonnant, avec des galons sur les épaules, qui est assis au fond du bureau, tu sais. Okay. Puis il est assis comme en dessous de la photo du président, tu sais, là, ça devient sérieux, puis il y a comme 2 assistants à sa gauche. Puis moi, j'ai tout le temps un petit mépris pour les douaniers, je trouve qu'ils font rien, tu sais, puis qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Ben, tu sais, surtout avec ton affaire d'immigration, est-ce que tu veux que l'immigration soit libre, puis tu le quittes un douanier dans ton monde n'aurait comme aucune justification à être là. J'avais jamais fait le lien, Gab. Okay. Mais c'est tellement ça. Ouais. Puis c'est tellement un représentant de la bureaucratie. C'est quelqu'un qui tamponne. Qui t'empêche de passer. Puis ça a déjà de mettre un tampon. Ouais. God, c'est pas beaucoup. Ah, ça m'énerve, cette autorité-là. Là. Fait que déjà, moi, j'ai un petit quelque chose qui invite pas en tout cas, la bonne entente. Oui. Je les regarde un petit peu avec un regard. Du mépris. Un petit peu. Puis c'est pas la bonne attitude à avoir avec n'importe quel humain, mais surtout un douanier qui veut te laisser, qui peut ou pas te laisser rentrer quelque part. Ouais, bon, définitivement. Fait que là, tu vois où ce que l'histoire nous mène, je donne mon passeport, puis il est comme « Ouh, gros problème. » Oh. Puis là, il tourne les pages, puis il me regarde, puis il est comme « Ça va coûter cher. » Where my money, hein? Where my money? Ça va coûter cher. Ah. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis effectivement, le Canada a fait une erreur quand ils ont demandé mon visa à l'ambassade congolaise. OK. Puis la journée de début de mon visa correspondait pas à la date à laquelle je me suis présentée à la frontière. Fait que j'étais comme 2 jours à l'avance sur le début de mon visa. Mais moi, j'ai plus le droit de retourner au Rwanda parce que je suis sortie du pays, puis j'ai pas de visa pour rentrer. Tu peux même pas transporter des poules, ça te tente. Non, je suis dans un no man's land. Puis là, le gars, il est juste comme, ça va coûter cher, ça va coûter cher, ça va coûter cher. Puis là, je dis, ben écoutez, c'est pas moi qui décide ici, je suis humanitaire, j'aimerais pouvoir téléphoner à mes supérieurs pour pouvoir qu'ils me donnent des instructions. Bon Puis là, il est comme... Bon move. Oh non? Non? Ça va coûter cher. Lui, il est comme dans le biz, dans le... Ben oui, c'est ça. Là, j'ai une whitey qui se pointe ici, qui travaille avec une ONG. Ça... Make it rain. Tu sais. This is your lucky day. Il a gagné la loterie. PD, lui. Fait que là, je suis comme, je vais reprendre mon passeport, s'il vous plaît, mais d'une façon très arrogante, tu sais, parce que je veux pas y laisser. Right. Mais là, il le prend mal, tu sais. Puis là, soudainement, je me rends compte que jouer la supériorité de « je te fais pas confiance » dans un contexte racial, d'expatriés, d'étrangères, face à une autorité gouvernementale. Dans un système de gouvernement que tu comprends pas aussi, là. C'est comme tellement une affaire de Canadiens, là. De vouloir se faire respecter, là. Comme on espère se faire Redonne-moi mes respecter. papiers. Toi, t'as pas plus d'autorité que... Non, ça marche pas comme ça ailleurs dans le monde. Ouais, c'est ça. Exact. Et là, il était vraiment insulté, là. Il a fait tout un estige de sermon avec le papa, le père du pays, la photo du président, ses galons, là. J'ai tellement manqué de respect, là. Il m'a, là, lessivé, là. Il y a plus personne, il y a plus rien qui se passait, là, dans la douane. Là. Soudainement, tout le monde écoutait monsieur faire son rinçage de la petite blanche. Puis il a fini par me redonner mon passeport. Ah, good! Puis là... Fallait juste que tu t'offres un rinçage. C'est ça. Un rinçage congolais. Fait que là, je retourne m'asseoir dans le char du chauffeur qui m'attend, de Médecins sans frontières. OK, c'est parfait. Lui, il était là. Oui, lui était là. OK, parfait. Parce que là, je pensais que tu avais passé à pied, puis au moins l'autre char. Sinon, tu sais, j'avais les numéros imprimés, fait que je me serais trouvé un téléphone, puis j'aurais manigancé, mais au moins, là, j'avais un endroit où m'asseoir, puis quelqu'un que je considérais comme un frère. Right, qui pouvait tu vas t'aider. me sortir de là. Tu sais, je suis là, je peux pas rentrer au pays, puis je peux pas ressortir, puis... Je peux rien ça commence faire. le trip, là. Let's go. Fait que là, il est comme, OK, on va téléphoner, tout ça. Fait que là, on fait des téléphones. Mais finalement, j'ai passé 8 heures à la frontière. Oh my God.
Ouais, je suis ressortie le soir. Ils sont venus me porter des biscuits puis de l'eau, là, tu sais, mais... Il fallu qu'il aille rencontrer des autorités toujours plus hautes pour me faire passer. Puis ils ont probablement graissé la patte à quelqu'un, mais on sait pas qui. Puis c'était très important pour l'ONG que s'ils avaient à graisser la patte, que ce soit pas au niveau local. Que ce soit la personne, la meilleure patte à graisser. Ben, puis que ce soit surtout pas su et vu de quiconque en bas rang pour pas que ça devienne une pratique. Oui. Que le précédent se fasse à un niveau qui est moins visible, avec un peu de discrétion, dans le fond. Right. Puis c'est surtout que l'erreur était de D'un notre point côté. de vue professionnel. Un graissage professionnel. Yes. Nice. Puis l'erreur était canadienne, tu sais, fait que... Oui. À Mané, qu'est-ce que tu veux faire, là? Mm-hmm. Puis, tu sais, j'allais pas dormir 2 jours dans le char à la My frontière, God. là. Fait que là, ils ont fini Toi, par me t'es parti faire... d'aplomb. Fait que là, ils m'ont fait rentrer. Puis là, normalement, ta première journée, tu sais, même si t'es complètement... les avions, décalage horaire, traumatisés de pas être chez vous, puis tout à l'envers, c'est quand même briefing, tu sais. Fait que... Je pense que c'est une bonne façon. Quand je suis revenu de Chine la dernière fois, j'avais du temps pour pouvoir me récupérer. Ouais. Puis ça a été le pire move. Ça m'a pris comme 1 semaine et demie, le décalage horaire, le kit. Je pense que, genre, tu reviens, tu recommences à travailler, tu te donnes une espèce d'horaire. C'est plus facile pour le corps de faire un reboot que juste suivre la voie naturelle puis le flow. Ouais. Que, ben, en tout cas, sérieux, j'essaierais l'autre façon quand même, là, parce que, tu sais, aussitôt que tu arrives au bureau, mettons, la première chose que tu as, c'est un briefing sécurité, fait qu'il te show toutes les règles de tout ce que tu n'as pas le droit de faire, puis ce que tu as le droit de faire, puis ce que tu es obligé d'avoir sur toi constamment, puis les limites géographiques que tu peux pas dépasser, puis quand est-ce que tu peux sortir à pied, quand est-ce que tu es obligé d'appeler un chauffeur, quand est-ce que tu peux ça, à qui tu peux parler, qui tu peux pas parler, de quoi tu peux parler. Fait que, sérieusement, c'est comme... Puis, tu sais, ça te donne une douche froide où tu te mets à craindre à peu près tout, puis tu étais déjà pas rassuré. Ben oui, non, c'est ça, c'est clair. Dans un pays, tu comprends pas, puis right. Il y a tellement de trous dans la route que tu te promènes en char, puis c'est sérieux, c'est la pire ride de roller coaster ever. Tu as fait 200 mètres, là, tu sais, c'est comme le cul te tape la tête au plafond, puis il y en a pas de route, là, c'est que de la boue trouée, puis... C'est plein de monde partout, tout le temps. Puis les enfants, puis les gens coupent la voiture constamment. Puis toi, t'es dans une voiture. T'es comme, pourquoi je suis pas à pied, sacrément? Ils ont-tu tendance à klaxonner comme comme pas mal tous les pays, sauf le Canada? C'est les pays nord-américains, tu le quittes, le klaxon se fait vraiment... Ben, au Congo, il n'y a pas beaucoup de voitures, en fait. OK. C'est juste que tu te fais couper. Dans la très grande ville où on est, qui n'est pas la capitale du tout, là, mais à Bukavu, c'est là que plusieurs ONG sont installées. Okay. C'est une très grande ville, mais il n'y a pas tant de voitures que ça. La majeure partie des gens, elles sont à pied. Là. OK. Fait que... non. Ben, sérieux, klaxon, peut-être, puis je m'en suis jamais rendu compte parce que les boss sont tellement intenses que tout ce que tu veux, c'est maintenir ta constitution, tes organes internes à l'intérieur. C'est la seule chose sur laquelle je me suis jamais concentrée dans une ride de char au Congo. Là. C'est juste comment absolument pas fracasser ta tête sur les vitres ou les objets tranchants qui sont autour de toi. Puis... ouais, c'est ça, on s'en sac du klaxon, en fait, par rapport à ça. Fait que ça, c'est l'arrivée au Congo. Fait que là, tu sais, dans le fond, 3 jours de briefing en capitale, puis après ça... Puis là, y a-tu du wildlife? Moi, je veux du wildlife. Je veux que tu me dises j'ai vu un éléphant, genre. Ah non, j'en ai pas vu, man. J'ai vu du monde mourir, puis crever de faim. Ah! Ben, tu sais, à Bukavu, c'est une ville. Je veux pas faire des une joke, mais ils ont chers. mangé les éléphants, genre. Non, mais il y en a. Apparemment qu'il y a il y a une réserve avec des gorilles puis tout ça, proche de où on était. Bon, c'était absolument illégal pour nous, interdit d'aller là. Les règles de sécurité de Médecins sans frontières sont très, très, très intenses. OK. Fait qu'il y a plusieurs experts qui font tous leurs efforts pour les contourner puis grand bien leur face, là, d'aller dans les zones pas sécures, faire un party. Absurde, puis... Mais à Mané, il y en a qui vivent 1 an avec ces règles de sécurité-là. Fait que c'est humain aussi de vouloir défier les règles, puis vivre sa vie, puis de dire, allez OK, voir, cette belle fille-là, moi, je la suis ce soir, puis je m'en vais vivre ma vie de jeune homme, tu sais, puis on verra. Puis là, finalement, le chauffeur qui est venu te rechercher le lendemain matin, il te dénonce au chef de mission, tu te ramasses en punition. C'est quoi les punitions? C'est juste que t'as un mauvais tag, certainement. Fait que là, il y a plein de rumeurs mauvaises à ton sujet. Tu commences à perdre la confiance de certains collègues. Tout le monde te scrute. Okay, c'est un contexte professionnel, en fait. Oui, définitivement. Fait qu'autant tes règles de code de vie, de te laver les mains avec du chlore, que de pas dépasser l'heure sécu, les couvre-feux, de
toutes ces choses-là très personnelles, finalement, de ta vie individuelle, remettre en question ton niveau de professionnalisme constamment. Right. Ben, je comprends aussi. Pour qu'une mission aille bien, tout le monde a besoin d'être en sécurité, puis c'est une des choses les plus importantes. C'est que la liberté personnelle, en fin de compte, peut bien pas être là pendant le temps que tu remplis une mission qui est... Mais si ça devient ta vie, ben... C'est poche. En tout cas, il y en a qui vivent moins bien avec ça. C'est un gros sacrifice, en fait. Fait que c'est ça, le wildlife, j'en ai pas vu. OK. Mais je suis repartie. Dans le fond, moi, où je travaillais, c'était comme à 8 heures de là, dans un village où il y avait... La seule voiture, c'est celle qui m'avait apporté là. C'était nous autres, là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de route, en fait. C'est comme des trails qu'on suit avec un énorme 4x4. Fait que c'est extrêmement dangereux. On reste coincé tout le temps. C'était quoi la mission en tant que telle? Là, t'arrives, tu te fais briefer sécurité. Ouais. Puis là, tu te dis, my God, là 3 jours, je suis en train de travailler au gouvernement du Canada en IT. À gérer mon équipe. Là, en fait, ce que j'avais à faire, c'était de... Moi, dans le projet où on était, il y avait un hôpital dans le village que l'on supportait. Donc, les employés de l'hôpital étaient des employés congolais embauchés par le gouvernement congolais. OK. Mais nous, on agissait comme superviseurs de certaines unités. L'unité de malnutrition, puis l'unité de chirurgie pédiatrique et adulte. Et on fournissait aussi les médicaments. Donc, la pharmacie, c'était toutes nous autres qui la géraient. Donc, tous les services des unités dans lesquelles on agissait étaient gratuits. Tous les médicaments qu'on prescrivait étaient gratuits. Et donc, parce que le Congo, c'est un des États faillis, failed state, fait que les employés d'État, les professeurs, les gens qui travaillent dans l'armée, les gens qui travaillent pour le gouvernement, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, n'ont pas de salaire. Le gouvernement ne les paye pas parce que c'est tellement corrompu que l'argent qui irait dans les salaires est resté coincé à quelque part dans les paliers administratifs élevés. Donc, les employés, ces gens-là, demandent de l'argent à la population, estorquent leur salaire de la population. À l'hôpital? Oui. Fait que, mettons que toi, tu rentres à l'hôpital, plus t'es faible et discriminé dans ta communauté, plus ça va te coûter cher. Moins t'es aimé puis t'as de relations, de pouvoir dans la communauté, moins tu vas être bien traité. Right. Puis si t'as pas d'argent, tu seras pas traité parce qu'il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui va décider de quand même te traiter pour te maintenir en vie par éthique médicale, mais là, tu vas être retenu prisonnier de la prison, de l'hôpital jusqu'à temps que quelqu'un de ta famille vienne payer, tu sais, tes services. Fait que, tu sais, la façon dont les employés, mais c'est la même chose pour les professeurs, c'est la même chose pour l'armée, ont de survivre, c'est d'un peu estorquer... C'est faire du hustle. Tout le monde est là en train de... Donc, chacun pour soi, en fin de compte. Vraiment, chacun pour soi. Pas vraiment, parce que finalement, même si toi, comme infirmière, t'extorques une affaire, tu vas quand même donner une cote au médecin directeur de l'hôpital, parce que toi, il faut que tu maintiennes tes relations à l'intérieur de l'hôpital. Right. Sinon, tu vas perdre ta position. Donc, tout le système de corruption qui est établi est extrêmement complexe. Et là, nous, quand on arrive... et qu'on dit, ben là, les médicaments sont gratuits puis les services sont gratuits, ben tous ces gens-là, ils n'ont plus de hustle. Right. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace avec un montant fixe mensuel leur hustle. Un salaire? Mais on n'appelle pas ça un salaire parce que c'est pas nous autres qui les embauchent. OK, mais je veux dire, si on enlève les fleurs du tapis, c'est ça, mais nous, ils se font donner des bonus. C'est ça. On appelle ça un incentive. Là. OK. En tout cas. Fait que ça, c'est une stratégie de MSF. C'est pas comme ça qu'on travaille partout, mais dans certains États, on travaille comme ça. Fait que là, on a des employés de MSF, par exemple, nos chauffeurs, les gens qui... on avait 16 chauffeurs moto, 3 chauffeurs voiture, parce que le territoire qu'on couvrait était pas du tout... était très large, puis il n'y avait aucun chemin, fait qu'on faisait tout à moto. OK. Pour transporter les médicaments, les ci, les ça, les constructions qu'on faisait. Fait que, tu sais, on avait du staff, on avait 60 personnes, je pense, qui étaient notre propre staff. Ces gens-là ont des salaires, on respecte la loi du travail du Congo, on a un processus d'embauche MSF, etc., etc., etc. L'hôpital qu'on soutenait, là, on faisait juste un peu comme supporter l'hôpital. Right. Mais la complication que ça entraîne est extrême. Là, ben, ça doit, parce que si aussi tu dis que quand il y a de la corruption, ça peut juste être pogné à une place, tu as besoin de
payer tout le monde. Tout le monde a besoin d'avoir un incentive, puis pas juste comme dire au directeur de l'hôpital, OK, vas-y, puis genre, gère ton staff correctement. Là. Fait que moi, ma job, entre autres, c'est qu'à tous les mois, il fallait que je paye les 150 personnes supportées à l'hôpital. OK. En cash. En cash. De la grosse mallette de... Ben non, il fallait tout le temps que ça soit caché. Fait que là, il y a plein de noms de code qu'on donnait. Puis là, j'étais dans un endroit de l'hôpital pendant 2-3 jours caché. T'as fumé des cigares avec ton monocle? Ben, presque. Mais, tu sais, ça me donne énormément d'autorité. Mais ça veut dire que je traversais la ville, ben, que je marchais les 50 mètres entre ma base, l'endroit dans lequel je vivais, puis je travaillais normalement entouré d'un mur de ciment et de fils barbelés avec des gardiens, puis ma radio toujours attachée à ma ceinture. Inspirant. Ben, tu sais, inspirant en même temps. Genre, c'est proche de journalistes de guerre, là. C'est ça. Oui. Puis c'était l'endroit où on était au Congo, c'est un endroit où il y a énormément de coltan, donc des ressources naturelles minières d'une grande valeur. J'en ai-tu dans mon téléphone, ça? Oui. Puis c'est qui mine ça? C'est les Congolais, beaucoup. OK. Puis, mais il y en a ailleurs dans le monde, là, mais il y en a beaucoup en Afrique. Mais quand ils trouvent quelque chose, soudainement, généralement, il y a un renversement par une milice, puis ils se font tout voler. Comme par hasard. Ils se font tirer dessus, puis il y a quelques morts dans la communauté. Là. Fait que, tu sais, l'appât minier fait en sorte que la région est déstabilisée par des milices depuis plusieurs années. Fait que c'était un contexte quand même de guerre parce qu'il y a énormément de personnes déplacées, réfugiées, pas de ressources, délaissées totalement par le gouvernement pour les soins de santé. Puis c'est pour ça que MSF était là, en fait. Mais est-ce que tu penses... Je vais peut-être devancer un peu la conversation parce qu'il y a plein d'affaires intéressantes. On s'entend qu'on pourrait parler de ça pendant longtemps, mais est-ce que tu penses que le Congo pourrait... Premièrement, c'est quoi le problème, genre le plus gros problème que toi, tu perçois du Congo? Est-ce que tu penses que c'est un pays qui peut se redresser ou bien aller carrément? Je sais pas si dans leur histoire, ça a déjà été un pays qui était florissant avec des richesses. Il a l'air d'avoir des richesses minières. Énorme. Puis, il y a tellement de ressources naturelles, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi qui leur... Tu sais, est-ce que tu penses que ça... Est-ce que c'est un redressement que ça... Ça peut-tu bien aller au Congo, en fin de compte? Oui, mais il faudrait que la Chine, le Canada, les grandes puissances, dont les compagnies exploitent ces ressources-là, ne collaborent plus avec le gouvernement et la guerre pour faire baisser les prix puis pouvoir miner en toute impunité, là, sans avoir à regarder à droite à gauche pour les droits humains et tout ça. Parce que, disons, pour c'était quoi le colman? Le coltan. Le coltan qu'il y a dans mon téléphone. OK, il y a une milice qui... Ils l'ont miné, ils l'ont trouvé. Il y a une milice qui pogne ce matériel-là. Ils vont le vendre au gouvernement? Au Rwanda, en Ouganda, moins cher. Okay. C'est pas le Congo qui profite de ça, mais le gouvernement, pour pouvoir enlever l'armée de cette région-là, maintenir en tout cas, favoriser l'instabilité, la non-sécurité de ces régions-là. Le gouvernement veut favoriser l'instabilité? Oui, il se fait graisser la patte par les puissances étrangères pour permettre à ce que les milices fassent leur travail de rap, de vol, Le gouvernement se fait graisser la patte par des puissances étrangères, genre par des compagnies par privées. Le Canada, oui. Mais mettons par des... Oui, par des mines canadiennes. OK, il y a des compagnies minières canadiennes qui disent... Puis, sérieux, là. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pour moi, le Congo... Je suis comme flabbergasté un peu par ce que tu me dis. C'est un système économique. Genre, la Chine fait la même chose. La Chine fait la même chose. La Chine, elle dit, vous me donnez les droits miniers sur tout ce territoire-là, je vais construire 3 routes. OK, oui, OK. Puis ils graissent la patte au gouvernement parce que les 3 routes, c'est juste... C'est pour enlever visible, en fait. Puis ils en ont besoin pour sortir les affaires. Mais la route qu'ils construisent, dans 5 ans, elle est boueuse, puis complètement... C'est pas une vraie route qu'ils construisent. Oui. Tu sais, puis... ce qu'ils vont sortir de la mine. Je me souviens d'un deal comme ça aussi avec le Québec, que je pense que les Chinois ils faisaient une route justement pour aller dans le nord, puis le kid, peut-être c'était 5 ans. Le plan Nord? Oui, entre autres, oui. Ouais, ça fait partie de ça. C'est la même dynamique. C'est la même dynamique, sauf que, par exemple, les minières... ou les compagnies qui extraient le gaz dans le Grand Nord graisseraient énormément la patte à la classe politique pour faire une job de cochon ici, mais aussi, plus que faire une job de cochon, là, piller à vie, avoir le droit de piller à vie, en fait. Right. Pour une route.
Ben, la route, c'est un peu comme le bonbon qui est jeté à la population. Mais sinon, c'est... Mais sinon, c'est le droit de sortir les ressources pour toujours, puis de maintenir cet accès-là tel quel. Ben, il faut que la population demeure dans une insécurité, là, donc un statut de réfugié, des conditions alimentaires puis sécuritaires de merde, pas accès à la santé, pas accès à l'éducation. Fait que quand tu te maintiens dans la survie... Ben, ça vient-tu de ça ou c'est comme un... Ça fonctionne ensemble. Un ou l'autre, c'est un cycle. Ça fonctionne ensemble. Comme ça. Parce que tant que ta population, la majeure partie de ta population est dans la survie quotidienne... Oui, ils vont pas penser à... Comment veux-tu renverser le gouvernement, là, ou reprendre le pouvoir sur les droits miniers? Ou, le plus que tu peux penser, c'est de t'enrichir pour toi-même pour sacrer ton camp. C'est ça. Pour sacrer ton camp avec ta femme et tes enfants, là. Fait que la plus haute ambition que j'ai rencontrée chez mes collègues puis mes amis congolais, c'était de sortir d'ici, là. Oui, ben c'est la chose la plus logique à faire. Fait que, tu sais, est-ce que ce pays-là a une chance? Oui, si on arrête de collaborer, là. Si nos grandes compagnies arrêtent de collaborer. Puis il y a quelque chose de tricky là-dedans aussi, parce que, tu sais, c'est un peu sur le capitalisme. Exactement. Parce que si tu as une compagnie qui se dit « Ah, ben moi, je vais arrêter de faire ça », puis tu as ton autre compagnie qui dit « Ben moi, ça me dérange vraiment pas de le faire », ben là, dans notre beau libre marché, ben il y a une compagnie qui va clairement avoir un avantage sur le coltan que l'autre, puis tout le reste aussi, tu sais. Oui, puis c'est tout le temps ça l'affaire avec l'Occident, puis ses principes de droits humains, puis tout ça. On se dit, ben, c'est pas nous autres, ça va être l'Arabie Saoudite, ça va être la Chine. Eux autres, ils n'en ont pas de principe. Fait que là, ça s'arrête là. Oui. Mais ce problème-là est au cœur de pourquoi, au bout de 3 ans, j'ai arrêté de faire de l'humanitaire. C'est-à-dire que, finalement, ma personne, moi, qui distribue du cash caché dans un coin dans un hôpital, à des gens qui ont besoin d'argent, ont besoin de cet argent-là. Puis l'argent, pour eux, est pas lié à la productivité puis au bon travail. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans leur société. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire que l'argent, c'est le fruit de la corruption et des bonnes relations maintenues. Si je suis quelqu'un dans la société, je vais avoir accès puis je vais payer ma cote par en haut pour maintenir mon accès. L'argent est un bien, est comme un statut social, et comme... C'est pas lié au travail puis à la productivité, là. Ça fait partie de notre société, là. Oui. Peut-être européenne aussi, là, mais en tout cas, au Congo, ça fonctionne pas de même pantoute, là. T'sais, la paye puis la qualité de ton travail... C'est l'influence. C'est l'influence que tu peux avoir. C'est que l'argent est de l'influence, puis tu donnes à des influenceurs. Être bien né, avoir un titre, avoir du pouvoir. Ça amène de l'argent, des bananes, du manioc, de quoi manger... à ta table, à tous les jours, de la viande. C'est clairement pas dans la méritocratie. Genre, tu peux pas... Il y en a des gens là, qui vont aimer travailler. Je pense que c'est même la même proportion qu'ici, là, des gens qui aiment faire un bon travail. Puis sérieux, là, ces gens-là, souvent, ils le font pas pour leur salaire, ils le font parce qu'ils aiment ça, bien travailler. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense pas non plus qu'on est tant que ça dans une méritocratie, là, tu sais. Sérieusement, là, je pense que on a une valeur très forte du travail. On se valorise énormément, puis le travail est très important dans notre identité, puis dans notre société. Par contre, est-ce que les gens sont très attachés à faire un bon travail? C'est pas tout le monde. Il y a certains qui l'ont, ça, d'autres non. T'sais. Bon travail, je sais pas, mais comme la notion de comme si tu ajoutes de la valeur à quelqu'un ou à quelque chose, ben c'est là que ça... Tu ajoutes de la valeur, donc tu te sens bien, puis aussi ça va être quelque chose. Sinon, mais de dire ça, c'est 100%, là, sérieusement. Là. Non, c'est sûr. J'ai été dans plusieurs milieux de travail dans ma vie, puis il y avait toujours un pourcentage de mes collègues qui botchaient tout ce qu'ils faisaient. Qui voulaient juste... Moi, je clock in, genre je punch in, punch out, puis après, je m'en vais à la maison, puis c'est là que ma vie commence. C'est ça, puis qu'est-ce que t'attends de moi de plus que ça, là? Ça aussi, c'est du travail. De quoi? Qu'est-ce que t'attends de moi? Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, le clock in, clock out, c'est du travail. Oui. Mais c'est pas le travail dans la méritocratie qu'on pense. Pourtant, sûr. Ces gens-là, ils font partie de notre société. Définitivement. Ils sont dans le milieu du travail partout. Puis aussi, si tu regardes les startups, en tout cas, tu sais, comme il y a une certaine religion du travail ou le culte du travail, le culte de la valeur, le culte de beaucoup de choses qu'on a dans notre société, où est-ce que, justement, tu dois être super performant dès que tu te réveilles le matin, genre après que tu aies mangé après que tu aies fait ton smoothie vert avec ton lait d'amande, ça commence, ça start, puis après, ben les personnes
qui dorment 4 heures de temps sont quasiment valorisés dans le monde qu'on est. On est aussi complètement dans l'autre opposé exact. de la surproductivité, la productivité comme échelle de valorisation, puis de réussite, puis de mesure de la qualité d'un être humain. Exact. Fait que là, t'as une gang d'expats blancs qui arrivent au Congo avec ces valeurs-là. Puis tout le monde torche, tout le monde travaille, genre, avant même d'avoir ouvert l'œil, tout le monde travaille. Oui, c'est ça. Là, on vit dans la même maison, on mange ensemble, on arrive autour de la table, on se split l'omelette qui a été préparée par notre cuisinier qui travaille pour nous autres. OK. Puis là, on parle du travail. Right. Parce on a cette seule chose en commun. C'est une mission avec des objectifs. C'est quelque chose de très militaire là-dedans. Oui, c'est très militaire. Puis là, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, tu sais, toi, t'es sur ton timeline. Je suis arrivée voilà un mois, j'ai encore full d'énergie, je suis encore épatée par cette société puis tout ce que je découvre, c'est, tu sais, je suis dans un rapport d'apprentissage puis de données. Il y a des nouvelles choses à chaque jour qui t'éclatent le cerveau. Puis je rencontre mes collègues qui ont plus d'expérience que moi, ils m'expliquent des choses, je leur pose des questions, c'est interdisciplinaire autour de la table, il n'y a jamais personne qui a la même profession que l'autre, fait que c'est super nourrissant. Right. Puis là, ça fait 2 mois que t'es là, puis là, ça fait 2 mois et demi que t'es là, puis là, t'as le stress qui te ronge l'intérieur du corps, parce que tu travailles tout le temps, tu n'as jamais le droit de sortir, tu fais rien d'autre que travailler, tu habites dans un milieu en guerre, puis c'est stressant ta job, là. C'est clair que moi, mes petits stress de genre, j'ai fait une coupe de deal immobilier, puis blablabla, là. C'est des stress pareils, c'est juste que l'intensité du être à l'étranger... C'est un stress physique aussi, tu sais. Genre, c'est un vrai... Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de stress accumulé. Fait que là, au bout de 2 mois et demi, là, t'as ça dans le corps. Là. Puis là, t'as le droit à un break qui vont te sortir pour des vacances de 5 jours. Fait que là, tu pars en vacances. Le concept de « ils te sortent » aussi, tu sais. Ouais, le concept de comme... La date est choisie, c'est pas toi qui choisis. Puis le matin même, à 5h15, ta valise est sur le bord du char. Puis là, on te dit « Ah, le mouvement est annulé, on s'excuse. » OK. Fait que là, tu retournes travailler. Ils te le font-tu à chaque mois, ça? Non. Mais souvent, c'est comme ça. T'sais. Puis dans le fond, c'est une bonne chose parce que tu voulais pas y aller. Si on annulé le mouvement, tu voulais pas être là. Right. Il y a un flood, ou il y a une guerre, ou il y a quelqu'un qui s'est fait voler, puis ou il y a quelqu'un qui est mort sur la route. Ou tu veux pas aller. Quand il annule le mouvement, il y a une bonne raison. Right. Fait que tu retournes travailler. Mais tu t'es en aucune possession de toutes ces choses-là, de la vie. Là. Oui. Fait que le gros trip pour moi, c'était de passer d'une base à une autre. On avait une base à 3h30 de là où on était constamment. OK. Puis c'était 3h30 de moto. OK. Puis quand j'allais là pour au moins 2-3 jours. J'allais m'occuper des finances, puis des salaires, puis des recrutements locaux. Puis en tout cas, moi, c'est ça que je m'occupais. Puis quand j'allais là-bas, je transportais de l'argent. Fait que il y avait une part d'excitation aussi à partir avec 10 000 dans son sac à dos de cachet, puis de traverser la zone où on traversait en moto. Il y avait une. Puis mettons, 10 000 là-bas, c'est 10 000 US? Oui, mais c'est combien que le monde se font payer par jour? Ben nous autres, on paye en US au Congo parce que le franc congolais n'a pas de bon sens. Là, c'est comme 1500. Il y a eu une superinflation. 1500 pour une pièce. 1500 francs congolais pour $1 US? Oui. OK. Fait que, tu sais, payer quelqu'un 100 piastres... La mallette doit être très grosse. Mon coffre-fort était plein de francs congolais, là, puis, tu sais, je veux dire, ça prend une... Fait qu'on avait une politique, là, finance, de splitter, là. Il y avait certaines choses que je payais en francs congolais, puis d'autres que je payais en US, puis que j'avais 2 caisses, 2 coffres, 2 comptabilités à gérer constamment. Right. Mais mettons ton cuisinier ou ton chauffeur, comme c'était combien, ça, par jour? Juste comme pour... J'avais vu au Mali, un moment donné, j'ai donné de l'argent à Kiva, qui est un organisme à but non lucratif sur Internet, puis tu fais des micro-prêts à des personnes qui en ont besoin. Puis je regardais, au Mali, ils t'envoient tout le temps une petite description de à qui tu passes, pourquoi tu le passes. Puis là, moi, c'était pour acheter des tomates, acheter des graines pour qu'ils puissent faire pousser des légumes. J'étais comme, what? Genre, ma réalité est complètement différente que la leur. Puis je regardais, puis le salaire moyen par jour, c'était $1 américain, tu sais. Au Congo, c'est... Ben, nous autres, on payait bien au Congo. Au Nigeria, on payait mal. Fait que, tu sais, MSF a des politiques salariales
par pays OK. qui sont réévalués à chaque 2-3 ans. Mhm. Puis c'est une étude externe par des experts internationaux là, qui font... Qui décide combien qui ça nous va. proposent une grille salariale, là, tu sais, OK. par l'ajustement du coût de la vie. Moi, je considérais, puis j'ai écrit beaucoup pour militer contre la politique salariale au Nigeria parce qu'on faisait... Certains de nos employés avaient vraiment de la misère à s'en sortir. OK. Tu sais, un de mes employés chauffeurs avait 2 enfants. Puis c'est vraiment pas beaucoup, 2 enfants, là, dans un contexte nigérian. Là, c'est vraiment une minuscule famille. Puis il était obligé, à la fin du mois, d'aller chercher des rations de World Food, là, du programme des Nations Unies. Fait que, tu sais, s'il travaille dans une ONG, ça marche pas. Fait que, en tout cas, j'avais refait une étude pour réenvoyer en haut pour dire, là, je sais pas c'est qui vos experts, là, mais ici, là, ils sont trompés par rapport à... Ça s'applique pas dans la région où on était. Mais ça n'a rien donné, puis c'est très frustrant parce que... Mais sinon, c'était combien environ par... Au Nigeria, mettons, on prend un salaire qui est le plus bas de l'échelle salariale, OK? Le salaire, mettons, de gardien. C'est un salaire, le niveau 1. Okay. Là. Le gardien... au Congo, c'était loin, là, mais je pense qu'il faisait autour de 100$ par mois. OK. C'est que 3$ par jour, grosso modo. À peu près. Puis ils étaient très bien payés pour le Congo. Là. C'est-à-dire qu'il y avait de la famille élargie qui bénéficiait de ces salaires-là. OK. Leur famille à eux allait bien. Right. Puis souvent, ils étaient des bonnes ressources d'aider d'autres personnes pour aider d'autres personnes. OK. Ouais. Ouais. Puis au Nigeria, j'ai aucun souvenir parce qu'on payait pas en dollars américains. On payait en monnaie nigériane. J'ai pas de souvenir parce que le taux de change était difficile. C'était 300 ou 465. OK, quelque chose 373. Fait que, tu sais, les calculs sont... Puis c'est quoi la... Je vais changer de... Yep. T'as-tu un événement au Congo? Qu'est-ce que tu as appris du Congo? Puis t'as-tu un événement qui t'a vraiment comme bouleversé? T'allais là pour vivre des émotions, pour rencontrer une culture. Tu l'as définitivement rencontré. Dans ton isolement, si on peut dire. Puis t'as-tu comme... Qu'est-ce que tu as appris de ça? Du Congo en particulier? J'ai appris, puis ça, j'y pense assez souvent, là, que dans mon comportement inné, là, je sais pas partager. OK. Ça, c'est trash, tu sais, parce que tu penses que tu es vraiment une bonne personne, là, genre d'envie, là. Tout le monde pense un peu ça de soi, là. Mais tu mets ça en contexte de comment eux autres étaient capables de partager ou que tu as vu que tu pouvais juste plus partager? Non, c'est que j'ai vu que j'avais des estis limites puis que ça me prenait vraiment beaucoup de temps à reconnaître que j'étais dans le chemin de l'erreur, là, de la fermeture du cœur. Tu sais, mettons qu'on faisait des parties, là. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir beaucoup de fun parce que le Congo, les gens prennent un coup, les hommes et les femmes peuvent se parler librement, avoir des amitiés même, c'est pas si mal vu que ça. C'est beaucoup plus toléré pour les blanches parce que ce serait pas la même chose si j'étais congolaise. Parce que t'es pas là tu roules puis après il y en a un autre qui vient. J'imagine que les autres ils voient ça. Ton staff national, ils se tissent réellement des amitiés puis t'as accès à eux, en fait. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres cultures, là. Mais les Congolais sont extrêmement amicaux, fraternels, puis ils vont construire des relations sincères rapidement. OK. Fait qu'il y a vraiment une fluidité dans le rapport occidental congolais là, qui est pas là avec les différentes cultures que j'ai connues. OK. Mais c'était vraiment facile. Je me suis vraiment sentie appartenir à un groupe d'amis. Là. Parmi le staff, il y en a certains avec qui je me suis vraiment rapidement très, très bien entendue. OK. Puis on fait la fête au Congo. Là, tu peux facilement. Fait que là, nous, on a comme un per diem là, d'expatrier de l'argent pour vivre, mais t'as pas le droit de vivre. Fait que ton argent, t'as à mettre de côté. Sauf que moi, j'ai commencé à l'utiliser à un moment pour organiser des fêtes pour rien, là, comme pour le plaisir. Cool. Fait que je prenais 100$, puis là, américain, puis là, je disais, tu sais, comme à quelqu'un dans ma gang, parmi le staff, tu sais, avec qui j'étais en bonne relation, puis j'avais confiance, ben tu sais, ça, c'est comme le budget. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Veux-tu, comme, t'occuper d'acheter des bières? Puis moi, je vais commander de la bouffe chez maman en face, puis là, puis là, on va inviter tout le staff, tu sais. Fait que là, il y avait une salle juste en face où les Blancs, on avait le droit d'aller, là, parce que c'était juste en face de la base. OK. Fait que là, on organise ça. Fait que là, on fait la fête. Right. Puis là, il y a de la bière, il y a de la bouffe, il y a de la musique, cool, on danse, tout le monde est joyeux. Combien de personnes qui viennent? Mettons, c'est-tu juste... Ben, là, c'est le staff est tout invité, fait que, mettons, on est 50. OK. Puis là, certaines personnes commencent à arriver.
Ouais. qui sont de l'extérieur du village. Mhm. Puis ces gens-là, c'est pas des gens que je connais. Mhm. Fait que là, déjà, je les regarde un peu. Puis là, plus la soirée avance, plus c'est ces gens-là qui sont dans le stage de bière puis en train de caler des bières. OK, t'sais. ouais, ben comme Puis là, un... je suis comme, Ouais. calisse, tu sais. Right. Ces bières-là, elles sortent de ma poche. Ah, Puis moi, j'ai vraiment envie de faire plaisir à pour mes amis, puis à les mes personnes amis. que je connais, ma tribu, si on peut dire. Puis les gens qui sont invités, d'où ils viennent, ces gens-là, puis pourquoi ils se calent plein de bières. Puis dans ma tête, c'était comme pas juste, OK. cette affaire-là. Ben, je peux totalement comprendre pourquoi c'est Ouais. pas juste aussi. Admettons que tu Ouais. fais ça Ouais. ici, tu organises un party pour ta tribu, le monde que tu Ouais. connais. Il y a du monde que tu connais pas qui arrive puis qui Qui commence vide à... le fridge. Qui crash ton party, C'est puis il ça. vide le fridge. Genre, C'est ça. tu poses des questions, c'est Tu sûr. poses des hein. questions. Ah. Fait que là, je demande, tu sais, je commence à en parler un peu aux boys avec qui j'ai organisé le party. Puis là, ils sont comme, OK, on t'a entendu. Fait que là, ils commencent, là, dans les 2-3 parties qui suivent, Oui. il y a quelqu'un qui a comme soudainement une job de surveiller le stage de bière, puis OK. de négocier avec certaines C'est qui personnes paye, c'est qui paye extérieures. pas, puis- Non, je t'en donne une. Ah, je vais peut-être t'en donner une deuxième ou pas. Fait que là... Puis là, je me rends compte que la T'es en vibe train de autour de ça bâtir est une structure vraiment de- pas déjà, cool, ouais. tu sais. Mhm. Puis que la personne qui est en train de négocier ça, c'est quelqu'un que j'aime bien, avec qui d'habitude j'aime vraiment ça faire le party. Puis là, il s'est ramassé avec cette job poche-là, tu sais. Right. Fait que là, je vais le voir, puis je suis comme, fais pas ça, man, ça n'a pas de bon sens. Il est comme, mais là, moi, tu sais, Ben, c'est ça, tu le veux-tu, tu le veux pas? Là? C'est quoi le... je suis comme, mais tu sais, je vais le faire, là, tu sais, c'est mes affaires, je pense, là. Ça n'a rien à voir avec quitter, tu sais, je Right. vais le faire, tu sais. Mhm. Fait que là, je me ramasse au fond de la salle, à checker le stage de bière, puis là... C'est un beau party que t'as organisé. Puis là, j'ai Mhm. pas de fun. Mhm. Puis là, ces gens-là que je connais pas, mais qui sont au party puis qui ont envie de boire de la bière, Oui. ils osent pas me parler. Fait que là, ils sont tous pognés dans un coin sur le bord de la porte. Puis ils se sentent mal à l'aise. Oui. Fait que là, je me rends compte que je comprends fucking rien à ce qui se passait avant dans mes parties. Puis Right. que j'ai comme installé quelque chose de négatif. Une tyrannie par la... Puis de la gêne, puis Ah. du malaise. Oui. Fait que là, le lendemain, je demande à un des gars qui a plus la langue déliée, là, qui est capable de m'expliquer des phénomènes. Ah. C'est le gars qui fait du méta. Right. Puis là, je dis, il s'appelle Caraza, trop cool. Et là, je dis, Caraza, là, je comprends rien, là. Tu sais, là, j'explique mon affaire, puis il est comme, le philosophe qui est là en train de penser. Là. Puis là, il dit, tu sais, ces gens-là que tu connais pas, ils ont été invités par quelqu'un que tu connais. OK. Fait qu'ils sont invités. Puis, si c'est pas toi qui les as invités, mais que quelqu'un les a invités, c'est parce qu'ils ont d'affaires à être là. C'est comme la même chose que si c'est toi qui les avais invités personnellement. Là. Ah. Fait que C'est le ça, fait que c'est pas comme ici, mettons, un party où est-ce que tu peux vraiment purement avoir des inconnus qui ont entendu parler qu'il y avait un party quelque part puis qui font juste le crasher. Là-bas, c'est comme, Ouais. genre... Puis là, Caraza me dit en plus, lorsqu'il y aura plus de bière, il y a quelqu'un qui va en racheter. Oh! Ouais. Ouais. Fait Ben que- parfait, oui, mais tu sais, moi, mais en même temps, tu te fais dire ça la première shot, là, à la place d'avoir besoin de passer par le philosophe méta, si tu le sais Ouais, tout de mais suite, puis ça ce va. que j'ai besoin de cool... passer, c'est Mhm. comme 5 fois où ma façon de fonctionner à moi fonctionne pas, là, tu sais, Ouais, ouais. pour me rendre compte qu'il y a quelque chose que je fais qui est wrong. Ben ouais, ben où tu sais pas c'est quoi la fin de l'histoire de comment eux autres ils font ça habituellement, tu sais. Puis que je Mhm. considère que je partage, puis que je suis généreuse, mais finalement, c'est juste avec les gens qui sont directement liés à moi. Right. C'est là que c'est ça la limite, moi, des choses que... Du partage. Puis Uh-huh. qu'il y a quelqu'un qui mérite de recevoir mon partage, puis quelqu'un qui mérite pas de recevoir mon partage. Fait qu'il y a Right. quelqu'un qui est in, puis quelqu'un qui profite. Mhm. Puis toute cette vision-là que j'avais, Ouais. tu sais, ça n'a pas de bon sens. Right. En tout cas, ça a vraiment pas de bon sens au Congo. Ben c'est ça, mais ça a pas de bon sens dans le... Ben tu sais, justement, le concept de, genre, donner et ne t'attends à rien de retour, tu sais. C'est qu'on n'a pas Cette ça. belle vertu, cette belle valeur, c'est vrai qu'on... Ben tu sais, c'est vrai qu'il y a du monde qui l'ont, mais il faut vraiment pas que tu t'attendes à rien en retour, puis si ça tente d'être dans cette position-là aussi, tu sais. Et ça donc, fait tu du peux bien, pas tu sais. contrôler ce que tu donnes. Non. Dire ça va à qui, puis en quelle quantité. Right. Ben, tu sais, tu peux, si tu veux être dans cette valeur-là de n'attends rien en retour, donc vraiment comme donner dans un absolu. Plaisir de dans le donner plaisir aussi. de donner, ouais, parce exact. que le contrôle, il est pas le fun. Définitivement pas. Gâche mon party. Right. Oh oui. Puis il peut amener plus, c'est ça, gâcher du party ou de la séparation, tandis que l'autre. Mais c'est clair que c'est un espèce de step, parce que quand tu donnes, tu veux savoir que ça, tu sais, quand tu donnes, tu veux que ça aille à la bonne place aussi. Pourquoi?
Ben, parce que si ça peut aller dans une mauvaise place, parce que c'est dangereux, les mauvaises places. C'est ça, il y a quelque chose qui marche pas dans cette logique-là, Gab. Right. Mais moi, je me clair. suis rendu compte qu'elle est vraie. J'en ai plein le corps de cette logique-là. Ouais. Fait que là, je la watch. Uh-huh. Là, je fais attention un petit peu plus Right. quand je décide d'offrir, Oui, d'être laid back, puis d'avoir juste mon gros fun à offrir, puis de m'arrêter là. oui. Juste de profiter du fait que j'ai offert, puis je suis vraiment contente de ça. Super belle Mais ça, c'était- compréhension. Ça, c'était cool. Super cool, beau cool, shadow cool, aussi, cool. là. Du content. Hier, j'ai fait un podcast avec quelqu'un, justement, puis on parlait du shadow, puis tout le kit, là, de aller à l'intérieur, puis trouver Ouais. le shadow, là, qu'est-ce qui est caché dans l'inconscient. Uh-huh. C'est un petit peu ça, là. Tu sais, c'est Ouais, tombé ouais. devant un shadow, tu fais comme « Arc! Je suis Ouais. quoi? » Puis là, en fin de compte, ça peut t'amener à être capable de mieux donner, tu sais. C'est intéressant. Mais reste que quand je pense à ces 5-6 parties-là, j'ai encore le cœur un petit peu serré parce que finalement, tout le processus que j'ai eu besoin de passer au travers pour pouvoir comprendre qu'est-ce que je faisais qui était wrong, Right. ça m'a gâché 5 parties, là. Ouais, c'est ça. Puis sérieux, on n'avait pas le droit d'en faire souvent, là. Fait que, T'as-tu refait des parties après avec Ah une ouais. nouvelle? Puis, Ah ouais, j'ai eu du fun. nice. Ça que t'as comme t'as transcendé ça, là. Oh man, j'ai eu Ah. beaucoup de plaisir au Congo. Énormément de plaisir. Ah oui? On a vraiment fait la fête. Mais à la fin, je buvais énormément, là. Mais Ben, tu sais, j'imagine que juste avec le stress... c'est une des stratégies de release de stress que tu dis pas en entrevue, mais que quelqu'un qui aime la boisson, c'est une excellente stratégie de release de stress. Qu'est-ce que tu dis comme stratégie de release de stress? En entretien pour qu'il Oui, m'embauche. Mais tu sais, mais que j'avais un Je fais de excellent l'origami. sommeil. Non, mais c'est vrai, j'ai un excellent sommeil. Je dors très, Ah. très bien, même dans des conditions de haut stress. Ah oui? Je récupère très bien, je Ah. dors très bien. Je pratique la méditation, j'ai pas peur d'être seule. Fait que si j'ai besoin d'être seule, je suis capable de me retirer dans ma chambre Même pour que être t'as seule. besoin d'être seul, des fois. J'ai beaucoup besoin d'être seule, mais je me suis rendu compte après 3 missions que, en contexte de haut stress, j'ai surtout besoin d'être en groupe. Je suis pas étonné. En fait, c'est rire. C'est Ah oui. c'est avoir des running gags puis rire Uh-huh. en gang. C'est Right. tellement bon. Ouais. C'est la meilleure chose Communiquer, se sentir justement dans un groupe. dans un avec un Ouais. tissu social quelconque, Ouais. parce que sinon, tu Ouais. peux avoir une tendance à aller Ouais. ailleurs dans ton cerveau. Puis Ouais. ouais. Ben, tu chires, en fait, tu te mets à déraper sur des affaires de... Moi, je voyais beaucoup les rapports de pouvoir dans les équipes comme étant des problèmes que je devais absolument résoudre. Super-héros. Right. Yes, Puis not aussi the way to go. avec la Fait que hiérarchie qui est pas c'est ça. qui est pas donnée. C'est ça. Comme... C'est une hiérarchie super militaire. Il y a des gens Mhm. qui en profitent, il y a des gens qui en abusent. Ah, Fait qu'en situation de haut stress, moi, je me mets à réagir très, très fort à ça puis à vouloir intervenir, ce qui n'est pas du tout ma place, à moins qu'on me le demande. oui, Mais c'est si ça. on me l'a pas demandé, c'est pas ma place. Mais Right. j'ai tendance à aller là. Ah, Fait que si j'ai pas de release, le fun, tu sais, Right. avec une belle dynamique d'équipe ou des gens avec qui je peux rire, mhm. je vais avoir tendance à amener des guerres À vouloir aller- impossibles avec des gens. Ouais, ouais. Puis à fucking me brûler. Là. Uh-huh. C'est solide. Fait que c'est ça. Trois shots. Trois Congo, Nigeria, puis Jordanie. Damn, la Jordanie. Puis là, Jordanie, en fait... On va juste passer à... Excusez, mais le Nigeria va pas être... On va pas discuter du Nigeria aujourd'hui. On va Non. peut-être en discuter une autre fois. Non. Mais en fait, c'est que à la fin de la Jordanie, j'étais brûlée. Là. Les gens avaient peur de moi, en fait. OK? Les gens évitaient de venir dans mon bureau parce qu'ils allaient se faire probablement renvoyer comme un char d'agressivité. Là, j'étais Là, devenue t'étais comme... rendu sec. Ouais, mais, ouais. mais sec de chez sec, parce que tu pouvais pas être sec comme ça dans le gouvernement Oh, canadien. jamais. Là, Là, j'étais dans avec du du stress, gros, puis, du gros stress. Puis la Jordanie... Ça, juste pour remettre le temps, c'était en même temps qu'il y avait la crise syrienne? ça? ouais, après, moi, je suis arrivée juste après le cessez-le-feu au sud de la Syrie. OK. Fait que je suis arrivée en juillet 2018. OK. Et je suis revenue en janvier 2019. T'es revenu dernière. ici. Ouais. Ouais. OK. Donc, Ça- ouais, c'est ça. C'était le début de la fin de la série, mais encore la semaine dernière, il y a eu 9 morts à Idlib, fait que c'est pas fini, là. Mais Right. au sud, ça s'était calmé. Nous, on était à la frontière. J'étais dans un village frontière avec la Syrie. OK. Puis c'est un village qui avait accueilli de nombreux réfugiés syriens. Donc, nous, on offrait des services de soins de longue durée, pas de longue durée, des soins, en fait,
non-chronicle disease. Fait que Non-chronicle ou critical? Non, non-chronicle. OK. C'est que des maladies non chroniques. Ouais, c'est genre le diabète, l'emphysème, cardiovasculaire. C'est que des maladies communes. Dégénérescentes qu'une personne ici aussi a. Oui, c'est ultra controversé que l'humanitaire s'occupe de ces malades-là. Pourquoi? Ben parce que c'est pas... Est-ce que c'est de l'urgence? Pourquoi est-ce que des fonds qui sont censés aller dans une place humanitaire... Non, mais c'est juste la définition de l'humanitaire, en fait. Oui. Et jusqu'où ça va. Puis c'est sûr que, tu sais, au Nigeria, le projet sur lequel je travaillais, c'était des enfants mal nourris, décharnés. Fait qu'il y a personne qui se pose la question de est-ce que c'est une urgence, là? Oui. Personne remet ça en question. C'est clair, là, c'est clair que... 3 semaines après, j'arrive en Jordanie, puis on s'occupe de mamans qui sont diabétiques, qui sortent jamais de chez elles, qui mangent de la kunafa, là, du miel puis du fromage de chèvre dans le beurre pour déjeuner. Là, tu traitais des Syriens? Vous traitiez des Syriens? OK. Ouais, mais qui habitaient de l'autre côté de la frontière en Jordanie, puis que le deal Jordanie-Syrie pour ces non-chronicle diseases-là, c'était de ne pas s'en occuper. Fait que ces gens-là n'avaient plus accès à leurs pilules puis à leurs soins de santé réguliers. OK. Donc, ça les met dans une situation critique. Oui. Parce qu'ils ont besoin de suivi. C'est une situation de prévoyance, justement. C'est ça. Oui, mais c'est sûr que pour toi, peut-être le clash, mon gars, là, était insupportable. Ben oui. Puis au Nigeria, on se battait pour ajouter une tente de plus pour pouvoir créer 28 lits de plus parce qu'on avait plus de patients que d'espace dans le centre de traitement de malnutrition. Puis il n'y avait pas d'argent dans le budget. Puis tu comprends, là, oui, genre on recyclait du métal pour ajouter des lits partout, pour avoir plus d'enfants. Puis on réduisait le temps d'alitement pour essayer d'en mettre dehors plus vite, certains... Pour être capable d'en prendre plus. Mais en sachant qu'il allait revenir dans 2 mois. C'est ça. Oui. C'est ça. Ça, c'était le nord du Nigeria. Je reviens ici. 3 semaines après, je pars en Jordanie, puis j'habite dans un petit château de luxe. Ah oui? On travaille dans une clinique de 9 à 5 avec de la belle tuile. Tout le monde fume des clopes. La belle petite musique. Sur rendez-vous. OK. Ouais. Genre... Tes meilleures conditions que j'ai jamais vues ici, tu sais. Wow. Fait que j'ai disjoncté, là. J'ai disjoncté. Fait que c'était pas me rendre service que de m'envoyer là. Mais je l'avais pas vu comme ça. Les gens qui me l'ont proposé l'avaient pas vu comme ça. Fait que... OK. Tu sais, dans le fond, la Jordanie... En fin de compte, ils voulaient te donner un break du Nigeria qui était comme super intense puis urgent. Puis peut-être comme juste genre, OK, là, c'est beau, va-t'en prendre un petit... Tu vas pouvoir aller faire de la rando la fin de semaine. Oui, c'est ça. Tu peux sortir, il n'y a pas de barbelé puis de grillage. Là. Aller à la mer Morte, si tu veux. Vivre ta vie de touriste. Sur le budget de l'alimentaire, j'ai pété une coche. J'ai pété une coche, mon gars. C'est ça qui m'est arrivé. Wow. Fait que là, à la fin, j'étais là, insupportable. OK. Et là, ils m'ont offert d'aller sur une urgence. Chier. Non, sur une urgence au Soudan. Sud-Soudan, urgence, une tente, 4 expats, pas de réseau cellulaire, pas de budget. Créer une opération. C'est comme avant qu'on ait un projet, il y a du monde qui vont sur le terrain pour mettre en place quelque chose. Ben oui. C'est ça qu'ils m'offraient. Fait que ça, c'est comme on t'offre le 2e grade sur tes épaulettes. L'urgence, c'est comme... Yes, man, c'est là que tu veux te rendre comme humanitaire, faire des urgences. Parce que ça, c'est la vraie merde. Il y a rien à manger. T'en as pas de staff. T'en as pas d'argent. Tu sais pas à quel sainte vouer. Tu connais rien de la culture locale, mais il y a personne qui était là avant toi. Tu défriches, là. C'est toi qui défriches, puis... C'est l'enfer. Ouais, c'est ça. C'est l'enfer. Ça, c'est le top grade. Fait que là, il m'a envoyé ce courriel-là de Christelle, ça te tente-tu d'aller en enfer? On pense que tu serais capable d'aller en enfer. Puis là, j'ai pogné la shot d'adrénaline. J'ai répondu tout de suite. Oui! Ah, ben oui, solide, là. Ouais. Puis là, au bout de 2 jours, je me suis rendu compte que... Pourquoi? Hey, je suis pas du monde d'ici. Imagine là-bas. Ah, t'étais en Jordanie, puis là, après... Il m'offrait de pas revenir, puis de juste aller straight au Sud-Soudan. OK. C'est comme une belle gestion de tes ressources humaines. Tu sais, cette fille-là qui a fait démissionner son boss tellement... OK, il faut la mettre dans une place plus intense. Fait que j'ai eu l'intelligence, je pense, après 2 jours, de revenir sur ma décision. OK. Puis de dire, ben non, je pense que je me reconnais pas, là, tu sais, je suis brûlée, puis je pense que je vais pas bien. Puis j'ai vraiment envie de retrouver le fait d'avoir une maison et une vie sociale. Et de pas être dans une mission avec des règles de sécurité puis une lourde hiérarchie dysfonctionnelle. Right. Fait que je suis revenue en janvier, puis là, j'ai
crasher. Ah oui? Ouais. Ben, j'avoue que c'est un peu évident. Quoi d'autre? C'est ça, ouais. Quoi d'autre? Mm-hmm. Ben, pour plein de raisons, là, mais tu perds aussi ta Ben oui. famille, tu perds ton identité dure à cuire, tu perds ta famille. Tout ce que tu as vécu à l'extérieur, c'est comme quand tu pars en voyage. Tu sais. Le voyage est en voyage. Après, tu reviens, puis il n'y a pas de... Ouais. Tout le monde s'en fout que tu as fait pendant les Ouais. derniers mois. Ben, tu sais, c'est intéressant, mais comme ça a pas il n'y a pas existé. d'instance pour eux Ouais. autres. Moi, je suis super content d'entendre tes histoires, mais c'est des histoires. Ouais. Je les ai pas vécues, ça, tu sais. Ouais. Tu m'ouvres les yeux à certaines choses, mais c'est pas... c'est ça. C'est que là, tu reviens, puis t'es comme... Tu savais tout ce que j'ai vécu, puis tout le monde... Ça... Puis tu Moi savais aussi. à quel point je suis dopée à l'adrénaline tu sais, depuis 3 ans. Right. Puis que j'ai plus de base parce que j'ai plus de maison. Fait que mes meubles sont dans un locker, puis je sais pas c'est quoi. J'ai plus de chez moi, puis je suis Ouais. à quelque part détruite Là, un peu à l'intérieur, là. Uh-huh. Parce que j'ai pas l'impression d'être capable de me prendre soin de moi, là, tu sais. Tout ce que je fais, c'est comme rouler parce que si je m'arrête, je sais pas à quel point je vais pas bien, là, tu sais, puis je veux pas savoir. OK. Puis je sais pas à quel point je suis bouleversée par les choses que j'ai faites puis que j'ai vécues pendant ces années-là, parce que Ouais, c'est ça aussi. j'ai hein. passé 3 ans dépluguée de mon Puis de... body émotif, là, parce que... Ben, t'avais pas le choix de... Ben, c'est pas que t'avais pas le choix, mais comme t'étais en mission. Ouais, T'étais en puis mission. Il y avait des choses à faire qui étaient plus importantes que... je pense que en restant émotivement disponible, Mhm. tu peux pas vivre 6 mois. OK. C'est comme au bout d'un mois, tu dis « OK, j'ai besoin d'un petit break. » tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme le niveau d'intensité Mhm. des 6 mois. Puis moi, j'ai fait que des 6 mois, mais il y en a qui font des 9 mois, 1 an, là, OK. qui trouvent de l'équilibre là-dedans ou de la paix. Là, je sais pas comment ils font. Mhm. Mais moi, il fallait que je me déconnecte. Oui. Mais en fait, ça faisait en sorte que j'ai fait des choses dont je suis pas fière aujourd'hui, tu sais, parce que j'ai grandement manqué de sensibilité. Mais c'est comme ça que j'ai fait Right. ça, moi. Tu sais, Ben plus oui. souvent, on dit un peu de façon théorique, là, qui j'aurais été si j'avais été en Asie ou en Allemagne en 39-45. Ben tu sais, oui. En tout cas, Ben, ça, c'est d'une façon théorique, right? c'est ça. T'as pas fait des choses aussi pires que ça. Quand Non, t'étais non, là-bas. non, j'ai pas infligé la mort, mais tu sais, j'ai Mhm. manqué de sensibilité dans des histoires, là. Tu sais, j'ai négocié... il y avait un menuisier au village qu'on embauchait pour faire les cercueils de certains décédés qui venaient pas de la place où on était. Fait que OK. s'ils venaient de trop loin, Leur famille est pas capable de payer pour les ramener, le cercueil, puis ça aurait été pris en charge par la famille élargie dans le village, mais comme ils sont pas là, il y a personne pour payer. Fait que nous autres, on dit « OK, nous autres, on va le payer, le cercueil. C'est quoi leur autre option? » C'est-à-dire, Ben, de je veux dire, laisser Il y a cette fosse commune, genre? Oui, ben nous autres, ce qu'on faisait, mais c'est juste que plutôt que de mettre le corps directement dans la terre, on payait un menuisier une coupe de planches. Ah, fair. Puis Mhm. là, ben moi, à ma année, en revisant mes finances, j'ai décidé qu'on payait le menuisier trop cher. OK. Fait que j'ai décidé de négocier le gars sur la taille du cadavre, la quantité de bois, puis d'établir des prix par des barèmes de grandeur pour payer moins cher les cercueils des enfants, tu sais. What? C'est ça. Fait que Ouais, c'est ça. C'est dans faut que tu sois l'abstrait. là. déconnecté en tabarnak. C'est dans l'abstrait, là. Pour te justifier de négocier ça pendant 2 jours. Right. Puis faire gagner, je sais pas, là, 10$ par année à MSF. Là. Ouais. Tu sais, ça devient d'une absurdité. Puis mais... mettre une job de plus à comme peser le corps, jusqu'à un non, certain non, point. mais non, tu sais, ça m'a ennuyé de même. Ouais. Tu es adulte ou il est enfant. Là, OK, tu sais. ouais, OK, c'est ça. T'es pas allé dans la fine négociation. Ça aurait été, Sorry, ça aurait été evil. vraiment trash. Ouais. Là, mais déjà ça, Ouais, non, ça, c'est... Mhm. c'est comme où est-ce que j'étais là pour moi penser que j'étais une excellente administratrice. Right. Mais j'en étais une d'une certaine façon, mais émotivement, ça n'a pas d'allure. Ben oui, c'est ça. Exact. Mais puis que ma tête pense à ces choses-là. Là. Ouais. Puis moi, des idées comme ça, j'en avais toutes les semaines. Là, Ouais, je comprends. La performance, je veux dire, c'est quand... Ben, c'est clairement dans la performance. Tu sais, puis c'est pas juste ça, parce qu'il peut y avoir une performance qui est élevante, tu sais, comme qui est élévatrice de nos valeurs, mais c'est sûr que quand tu tombes dans comme juste la performance, puis c'est quoi, moi je m'en sac, ça va être ça, puis ça a besoin d'être fait demain, parce que sinon il y a quelqu'un d'autre qui... Tu sais, tomber dans justement quand les dents... C'était peurant. Mais C'est peurant. Fait Parce que là, que moi, aussi, j'ai je l'ai, ce fréquenté shadow-là, là. cette ombre-là de moi pendant right. trop longtemps. Là. Ouais, oui. Puis là, Je te je comprends sais totalement, plus parce quoi que faire avec, Gab. Ouais. Là, la poésie que j'écris ces temps-ci, c'est « Je suis un agresseur OK. ».
Oui, Mais là, quelque part, j'essaie tu l'es. d'extérioriser cette partie-là, Right. de dire, Mhm. est-ce que c'est pour ça que j'ai été dans la guerre, pour révéler cette partie-là de moi qui a envie d'être rentre dedans aussi, puis de la jouer à la dure, je le sais pas. Là, mais tu sais, je veux dire, moi, je fais un segue à mon podcast d'hier. On a travaillé sur les shadows, puis tu sais, justement, quand il me faisait il m'a fait une interprétation d'un des rêves, parce que comme ça, je l'ai lancé, puis dans mon rêve, il y a quelqu'un qui tuait quelqu'un d'autre. Donc, clairement, de l'agression, puis c'est clairement quelque chose que je porte. Puis c'est plus d'essayer de trouver c'est quoi les avantages. Parce que ton archétype, en fin de compte, c'est un archétype, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi que tu pourrais aller comme développer, mais l'agresseur, c'est pas juste négatif. Tu sais, l'agresseur a un grand pouvoir je sais pas, d'accomplir quelque chose ou d'arrêter quelque chose ou quelque chose qu'il faut que tu trouves de dire, ah ben oui, tu sais, c'est pas... Tout n'est pas obligé de venir... tu sais, il y a des avantages à pouvoir être capable de prendre des décisions comme ça, clairement, mais c'est juste où est-ce que tu peux les placer dans une vie, dans quel contexte pour être capable d'avoir plus ton lover que ton agresseur, puis que, genre, ton agresseur, tu es capable de le sortir une fois de temps en temps quand t'as pas besoin d'avoir de la bullshit dans ta vie, puis tu peux, comme, explorer le restant pendant plus longtemps, Ouais. je pense, quelque chose de même. je suis vraiment d'accord avec toi, sauf que là, je suis un peu mal prise avec l'ampleur que... C'était peurant. Ouais, C'est ça l'affaire, c'est que moi aussi, ça me fout la chienne, tu sais. Ça me fout crissement la chienne de recommencer à y aller, là. Puis là, c'est que cette partie de moi, là, je l'ai vraiment pratiquée au travail parce que le travail était rendu ma vie, puis j'étais dans un milieu d'agression constante, d'une certaine façon. Fait que tout ça comme était comme mélangé ensemble. Fait que, tu sais, j'avais eu tendance à penser que je pouvais laisser ça derrière moi, tu sais, avec Médecins sans frontières, avec le contexte humanitaire. Puis là, j'ai réintégré le milieu du travail là, pour payer mon loyer. Right, évidemment. Et là, je me suis retrouvée à bully mes collègues, là. Ah oui? Fait que, tu sais, c'est pas réglé. j'ai encore une partie de moi qui gère le travail avec cette agressivité-là, en fait. Puis là, bon, je me rends compte que c'est peut-être comme ça que moi, je me traite à l'intérieur de moi. Fait que comment veux-tu que je traite les autres différemment? Fait que là, j'essaie d'éclater ça le plus possible. Mais quand t'es bully, quand tu dis que t'es bully, c'est-tu parce que t'as comme... Parce que tantôt, on parlait, pas sur le podcast, on parlait, mettons, de vente, puis t'as tout de suite utilisé le terme manipulation. Ouais. Tu sais, comme tout de suite, c'était quelque chose de négatif. Toi, comme ton agresseur, si t'es comme, hey, j'aimerais ça avoir ça sur mon bureau dans 25 minutes, si possible, t'es-tu in? Est-ce que ta perception est en fin de compte bien placée? Parce que bully, pour moi, c'est un niveau que je te donne des bins. Tu sais, comme pour être un... Ben, mes collègues, après 2 semaines que je suis arrivée dans l'équipe, les deux pleuraient, là. Fait que je pense que... Ils pleuraient à cause de toi aussi. Là. Mais parce que j'ai tellement augmenté la pression que quelqu'un qui fonctionne pas sous haute pression puis agression, pourquoi t'as pas fait ça? Qu'est-ce que tu penses que c'est qu'un nouveau professionnel? Qu'est-ce que tu penses qu'on attend de toi? Mais attends, tu travailles où, là? Là, je suis retournée, en fait, full circle, mon ami. Ah oui? Ben oui, parce que, dans le fond, le ministère de l'Immigration... T'as juste appris à être une meilleure bully, en fin de compte. T'es allé là-bas pour te faire des armes. Pour découvrir à quel point je pouvais être un excellent agresseur. Ouais, c'est d'une tristesse, Gab. Là. Mais c'est ça qui est émergé, c'est que j'ai une grande capacité à me déconnecter émotionnellement. Mais en même temps, get shit done, des fois... Ah non, c'est des grandes forces. C'est des grandes forces, mais c'est de l'unifier avec le reste, puis d'utiliser ces forces-là dans un moment approprié, puis de ne pas en faire pâtir les gens. Parce que, sérieusement, je le sais pour avoir moi-même fait partie de plein d'équipes où le leader était positif, où je sais que je performe mieux. Définitivement. Mais c'est comme si je ne suis pas capable d'induire ce mode de gestion-là, présentement. Tu l'induis pas, tu te... J'impose un régime de terreur. Là. Fait qu'en tout cas, là, je me suis excusée puis j'essaie de repartir sur d'autres bases, mais c'est une grande surprise de constater que ça appartenait pas au monde puis au contexte de l'humanitaire puis au contexte de guerre. C'est quelque chose qui est en moi, qui a été fortement éveillé
Est-ce que tu établis que, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu établis que tu as une bonne communication avec tes personnes de gestion? Non, mais parce que, admettons que tu es bully, puis après 2 semaines, le monde braille, tu sais. Ça te prend quand même 2 semaines. Non, j'avais compris. J'avais compris que j'étais bully jour 1, là. OK. Mais à quelque part, je crois que ça peut marcher. Si je le répète, Gab, c'est parce que je pense que ça marche de même. Il y a une partie de moi qui n'est pas, pas rendue au bout de l'apprentissage. C'est comme la question du partage au Congo. Mais je suis pas persuadé que, genre, essayer d'être moins bully, genre, puis ça, c'est complètement out of my butt, là, genre, on sait pas, mais est-ce que avoir une communication une communication transparente. J'écoutais Ray Dalio dernièrement. Ray Dalio, il a fait un hedge fund qui vaut des milliards de dollars. Le gars, il aime beaucoup, c'est un stoïque, donc il aime beaucoup Sénèque ou Sénéca, là, je ne sais pas comment on le dit en français. Puis lui, il a une politique de transparence extrême, où genre la plus grande transparence que tu peux avoir vis-à-vis lui, vis-à-vis les projets, puis vis-à-vis les employés. Puis il dit, si on n'est pas capable d'avoir ça, c'est là que tout pète. C'est que si, admettons, ton employé peut te dire « Hey, toi, t'es bully actuellement. » Je sais pas si c'est plus quelque chose à ajouter comme pour avoir une communication qui est très fluide pour que les pressions se relâchent quand c'est le temps, ou toi qui as besoin d'apprendre à... J'ai pas tendance à croire que tu as besoin de... Tu sais, tu peux jamais te piler dessus, parce que sinon, ça va être repressed, puis ça va aller ailleurs. Exactement. Le fait d'être bully, c'est d'extérioriser quelque chose qui bouillonne en moi. Là. Right. Ça, je le sens. Puis aussi, comme si t'as une ligne directrice, tu te dis, faut que ça se passe comme ça, puis c'est ça l'objectif qu'on a prochainement. Mais tu sais, présentement, j'essaie plutôt de trouver des façons de vivre avec la rage, la colère accumulée, que... OK. De trouver une solution à mon bullyisme. Je pense que si je m'ouvre vraiment à accepter, puis à canaliser, puis à faire quelque chose de cool avec ma colère puis ma rage, ben, embrace your rage. Je vais pouvoir évoluer comme gestionnaire ou comme leader en dehors de cette rage-là comme outil de gestion. C'est parce que là, pour l'instant, c'est ça que j'ai comme outil de gestion, pas le top. Mais c'est ça que j'ai pareil. Fait que, tu sais, exact. Je suis dans la transparence dans la mesure, mais je suis pas bienveillante envers les gens avec qui je travaille. Ça me fait chier. Parce que c'est quelque chose qui est comme la base de la relation humaine, d'être respectueux, bienveillant. Mais puis aussi, quand tu vois justement vraiment des bons leaders de haut niveau, mais en même temps, ces bons leaders de haut niveau-là, la plupart du temps, c'est beaucoup d'expérience. Hein? C'est beaucoup de genre... Tu pètes la gueule à tes employés, puis à un moment donné... C'est la première chose que je disais avec mon groupe de TI. Si ta matière de gestion, c'est de l'humain, là. Fait que c'est toi comme humain. Right. Fait que si ça va pas, si t'es dans un excès de quelque chose, ça va transparaître là, dans ta façon de gérer. Fait que c'est ça que je fais là. Présentement. J'essaie de devenir un meilleur humain, là, puis ça veut dire me renouveler, puis... Ça, c'est plus tough, là, de dire, OK, je vais flipper encore ma carrière, mais là, ça sera pas d'aller me faire embaucher par quelque chose, mais d'essayer de me créer une forme, tu sais. OK. Fait que là, ça, c'est vraiment... Bienvenue dans le club. Difficile. Oui. C'est difficile, puis il n'y a pas de chemin tracé devant moi. Fait que c'est bien de l'essai-erreur, puis je retourne à des formes connues comme le ministère, par exemple, pour payer mon loyer. Right. Là, ils m'embauchent à travers une firme de consultants, fait que j'ai 2 intermédiaires entre moi et le ministère quand même. L'argent vient pas d'eux, fait que j'ai pas l'impression d'être vraiment retournée à la source. Tu te contournes. Je fais toutes sortes de manigances pour pas avoir l'impression d'être revenue au point zéro. Là. Mais reste que j'ai pas trouvé de façon de générer de l'income avec une nouvelle forme qui ne soit pas dans une bureaucratie verticale. Right. Fait que je fais des recherches, des essais puis des erreurs là-dedans. Ben, je pense que c'est pas mal ça, Qu'est-ce qu'il y a à faire, hein? Ouais. Genre, y aller à tâtons. Ben, en tout cas, pour moi, ma philosophie actuellement, parce que j'ai déjà, tu sais, je me suis parti des entreprises, puis tout le kit. Je me suis parti 2 entreprises. Là, une 3e avec le Tai Chi et le Negang. Puis après, là, je me dis comment justement, pas exploiter, mais comment rayonner d'un point de vue plus humain puis plus grand. Puis
Là, je suis rendu... Avant, j'étais plus sûr. Avant, j'avais une assurance. OK, je vais partir une compagnie de construction. On va faire de la construction. C'est assez simple. Tu sais, c'est très binaire, right? Ouais. L'immobilier, quand même, la même chose. C'était plus sophistiqué parce qu'il y avait plus de monde autour. Puis il y a de la construction aussi en jeu, le kit. C'était plus complexe, mais ça reste que c'est très binaire. Puis là, d'y aller à tâtons, c'est une des premières fois dans ma vie que je me donne la chance de pouvoir faire comme... OK, genre, j'ai comme l'impression, puis je suis pas à bout de ma découverte, mais que le contenant va naturellement se placer, tu sais, à y aller vraiment à tâtons. Mm-hmm. Puis à un moment donné, tu dis, OK, voilà une limite. Tu sais, je m'en vais à gauche. Ah, voilà une limite. OK, en haut. OK, voilà une limite. En bas. Puis là, tu dis, OK, c'est pas mal ça l'espace dans lequel mon être professionnel, si on peut dire, va vivre jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps qu'il y ait un événement, d'autres personnes qui viennent. Tu sais, les contenants peuvent se transformer dans plein de choses différentes, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois pour l'instant. C'est comme, OK, ben là, je vais essayer ça, puis le contenant, à un moment donné, va... plus qu'il va être testé, comme dans Jurassic Park, le dinosaure qui teste la clôture. Ouais. À un moment donné, ben là, tu sais que c'est ça la cage. Tu sais que c'est ça l'aquarium dans lequel que tu travailles. Nice. C'est un petit peu mon... Mais c'est l'approche, en fait, funky. Ben, puis te laisser de la place pour vivre. Right. Bon, pas beaucoup d'argent, mais de la place, puis de la liberté, tu sais. Ben, fait que c'est bien plus fun. fun. J'ai déjà full pin de l'argent, puis... Non, c'est fun. C'est ça s'épuise. Moins le fun. Ouais. Oui, ça s'épuise, exactement. Ouais. Exactement. Mais bon. Mais moi... C'est quoi les découvertes? Ben, non, vas-y. Tu l'as. Là, tu sais, c'est comme si il y a des affaires sur le rond, là. Il y a 3-4 poteaux au feu, là. OK. Ben oui, c'est parfait. Puis, en tout cas, il y en a un que c'est vraiment cool, mais peut-être que on prendrait un autre espace pour s'en parler plus longuement, mais il y a un projet dans lequel je fais partie des membres fondateurs qui s'appelle Terre partagée. Terre partagée. Je suis partagé sur ça. T'es-tu vraiment partagé? Tu sais pas c'est quoi? Ben, pour de vrai, j'ai brièvement lu la description, mais genre, j'aimerais ça qu'on en parle. Je veux juste savoir... ça pourrait faire l'objet d'une autre rencontre. Faisons une autre rencontre, mais fais juste brièvement en parler rapidement, puis genre, je vais pas... fais juste en parler. Fuck. Fait que c'est un groupe, en fait, qui a constitué un OSBL. Oui. Et l'OSBL, on fait... les membres créanciers, en fait, vont faire un don à cette OSBL-là. OK. Et c'est de l'argent que certains d'entre nous avaient dans un REER, en fait. C'est la logique de mettre de l'épargne de vieillesse, de la transférer en petites parties. C'est des sommes de 5 ou 10 000 $. OK. Dans cette OSB-là, qui va acheter un terrain pour faire de la conservation. Okay. La conservation du territoire d'une forêt, puis c'est un terrain, en fait, avec un potentiel élevé de conservation. Donc, on fait affaire avec des groupes de conseil pour la protection de la faune, de la flore, de la nature, etc., pour choisir un terrain qui va être dans des lieux propices, avec des voisins qui sont aussi dans une logique de conservation, ou avec une forêt qui est particulièrement rare ou qui aurait vraiment avec besoin... des animaux, puis exactement. Puis qui n'a pas été déboisé il y a 50 ans, mettons. Okay. Quelque chose qui a une maturité puis une diversité dans les essences de bois, dans les terrains, dans la fertilité des sols, etc. Donc là, le côté de conservation, moi, c'est pas ma grande force, mais il y a des gens parmi l'équipe. On est une trentaine, en fait. OK, cool. Et donc, on a un potentiel d'investissement d'à peu près 150 à 200 000 pour le premier achat de terrain. Right. Et là, on veut conserver 5 % de ce terrain-là pour pouvoir accéder. Et le reste est vraiment laissé à de la conservation, c'est-à-dire que c'est l'entretien minimal pour que la terre continue d'évoluer. Okay. Et cet argent-là, bien sûr, moi, je pourrais revendre ma part à quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas de spéculation. Okay. Donc, l'argent, en fait, il n'est pas mis là dans une logique d'investissement. On ne va pas faire une pièce, et à moins que je revende mes parts, je n'ai pas de moyen de recouvrer l'argent mis au départ. Right. Le but de cette OSBL-là, c'est que des individus
participent à la conservation du territoire parce que c'est pas quelque chose auquel on a accès à contribuer en tant que citoyen. Right. C'est nos gouvernements qui font de la conservation. Puis généralement, ils en font pas beaucoup. Il y a beaucoup de terres extrêmement nobles en termes d'essence, puis de forêts qui ont été dévastées, détruites, les animaux qui n'ont plus les espaces qu'ils avaient. Pour continuer à favoriser l'écosystème puis la vie. Oui. Et donc, la logique, pour moi, personnellement, c'est de consolider une partie qui est minime, c'est-à-dire qu'avec mon 5 000 $ dans mes REER, je peux pas faire grand-chose dans la vie. Right. Ni aujourd'hui, ni à ma retraite. Tandis qu'en contribuant à l'achat d'un terrain, ben, dès maintenant, je gagne un accès à la nature que j'ai pas parce que... C'est ça, puis t'as le... Exact. Moi, l'accès. J'ai nulle part où aller dans le bois. Right. Où je peux me sentir, en fait, chez moi, dans un terrain où la nature est protégée, en fait. Right. Ça va rester naturel pour toujours. Ouais. Donc ça, très personnellement, j'ai un gain énorme, mais aussi, je pratique ou je participe à une nouvelle logique de la retraite, en fait, de l'investissement pour l'avenir. Okay. C'est-à-dire que mon avenir à moi, bien sûr, je peux avoir des REER, là, un peu comme tout le monde, pour dire que j'ai plus les moyens de gagner ma vie, j'aurai de l'argent mis de côté. Right, exact. Mais je pense qu'en faisant de la conservation, je peux participer aussi à ce qu'il y ait encore des endroits sains et naturels auxquels je vais pouvoir accéder lors de ma vieillesse. Puis dans le contexte de la crise climatique, je pense que c'est un modèle qu'on devrait de plus en plus commencer à penser. Intéressant que tu lis ça à ça. Moi, je l'ai vraiment vu parce que moi, je suis un propriétaire de terre. Ouais. C'est que j'ai 180 acres genre, en Gaspésie, où ma famille, on a ça à 180 acres. C'est quand même un beau... C'est une énorme pièce. C'est ça. Mais comme... Puis c'est beau. Puis je suis content, je construis un chalet. Ouais. En regardant la conservation, moi, dans ma tête, avec le prix des terrains en Gaspésie, j'étais comme... c'est vrai qu'on a coupé, j'ai une terre à bois en fin de compte, puis on l'a, là on vient de remettre, je pense, 16 000 arbres dessus, on vient pas de le faire, ça fait 20 ans, puis là, ils sont prêts, ils sont matures, c'est le temps de les couper. Ouais. Ils sont rendus gros, puis s'ils commencent à tomber, il va y avoir des feux, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ouais. Pour bien entretenir ma forêt, j'ai besoin genre d'en raser une petite shot. Ouais. J'ai besoin de donner un petit clipping. Ouais. Mais tu peux choisir de le faire avec plein de stratégies. En fait. Définitivement, puis j'essaie de regarder la stratégie qui est la plus... holistique. Qui est la plus sensée pour le futur, c'est sûr. Puis après, comment est-ce qu'on va commencer à faire ça? C'est que moi, quand je voyais l'affaire de la conservation, dans ma tête, tout de suite, je suis genre, il y en a du terrain. Tu sais, je pense qu'au Québec, on est une place où est-ce que, justement, il y en a de la place. Oui, sauf que la stratégie globale de gestion de ce territoire-là est pas en phase avec mes valeurs, disons. Right. Il y a énormément de privatisation qui a lieu. Malheureusement, le projet de terre partagée participe à cette logique-là de privatiser. Moi, je suis un privé aussi, puis c'est ça. Ce qu'on veut faire, par contre, c'est, avec l'OSBL, se dissocier. C'est-à-dire que les membres créanciers sont des membres créanciers qui prennent certaines décisions par rapport au fonds de créance, mais l'ensemble des membres, donc tu pourrais devenir membre en cotisant 600 $ par année, puis en faisant 3-4, je sais pas, là, des journées sur le territoire à donner un coup de main. OK, oui. Puis tu aurais le même droit sur le CA de vote et tout ça pour l'avenir de cette terre-là. Tu aurais le même accès qu'un membre créancier. Puis peu importe ce qui se passe avec l'OSBL et avec l'association, le terrain est protégé par ces lettres patentes. C'est lettres patentes. Ben, tu sais, la création de l'OSBL fait en sorte que le terrain, peu importe ce qui advient, même si l'OSBL se dissout, le terrain demeure à vocation de conservation. Il ne sera jamais revendu. Fait que ça va au-delà de la privatisation. Fait qu'on a tenté, lors de la création de l'OSBL, d'aller au-delà de la privatisation parce que, bien sûr, on fait partie d'un système capitaliste, donc notre façon de créer ces opportunités-là, on passe par le système d'achat. Oui, c'est ça, exact. Mais on veut en sortir. Mettons que tu mets ton 5 000 maintenant, puis disons que dans 50 ans, là, genre, est-ce qu'il va valoir plus? Est-ce que tu vas avoir c'est qu'il vaut 5 000 de l'argent maintenant? Le terrain va valoir plus, mais le terrain est à vocation éternelle de conservation, donc il n'y aura pas de valeur foncière. OK, c'est ça. Mais si toi, tu veux sortir pour avoir tes parts... Je vais avoir 5 000 plus l'inflation. OK, c'est ça.
Fait que le règlement interne qui nous a permis de constituer l'OSBL prévoit toutes ces situations-là d'écoulement, de manque de fonds, de banqueroute, tout ce que tu veux, là, avec des stratégies. Puis la logique, c'est vraiment de prévaloir toute forme de spéculation foncière, puis de favoriser la conservation. Donc là, on est en recherche active de terrain. C'est pour ça qu'on a fait des pauses puis qu'on augmente notre présence sur Facebook pour pouvoir rejoindre des agents immobiliers, mais surtout des gens qui connaissent des gens dans les municipalités au nord de Montréal, puis essayer d'avoir... de mettre la main sur un terrain trop cool. Okay, c'est ça, parce que tu veux en profiter aussi. Tu veux que ça soit nice. Tu veux qu'il y ait quelque chose de beau. Sur 5% du terrain, on permet... s'il y a déjà un construit, un bâti, on va vivre avec. Puis il y a la possibilité pour les membres de mener un projet individuel. Donc, certains voudraient faire du maraîchage. Achetez-vous un camping. Achetez-vous un vieux camping qui marche plus, puis mettez ça. Pas beaucoup de forêt sur un camping. C'est assez rasé. Fait qu'il n'y aurait pas grand-chose à conserver. C'est vrai. Mais ça, c'est terre partagée, puis ça, c'est un des plats sur mon feu, mais il y en a d'autres. On pourrait en parler une autre fois. OK. C'est des projets d'écriture, c'est des projets de méditation, une pratique de méditation que je commence à partager davantage avec des gens qui veulent pratiquer avec moi, des cercles de méditation que j'organise à la maison, mais qui pourraient s'agrandir un jour. Puis, c'est ça. Commençons voyages. avec... je pense que c'est bon. Terre partagée, commençons avec genre... on a eu une super belle conversation, je pense, puis genre, c'est la plug, aller voir Terre partagée pour aller voir ça, puis avant de parler de méditation, je pense que tu vas revenir, j'ai comme le feeling qu'on va se refaire un autre trip. Anyways, on n'a pas parlé du Nigeria, ou presque pas, puis il y a plein d'autres choses, fait que pour là, Terre partagée, je pense que c'est bon, puis aussi, personnellement, moi, je vais faire mon spot. On commence à louer la place ici. Si vous le regardez par vidéo, je suis rendu avec une belle petite console pour faire l'aiguillage live. Ça devient très facile de faire des podcasts. Le son est bon. Il y a 3 caméras. On filme, on fait le montage live. Il n'y a pas de colo à faire. Ça réduit les coûts drastiquement. Puis ça devient vraiment plus le fun. C'est que si vous voulez avoir une place pour faire du contenu multiplateforme, communiquez avec moi. Puis on passe ça le 1er janvier ou environ. On va avoir des personnes qui vont venir. Puis j'essaie de trouver des personnes pour pouvoir faire plus de podcasts, puis que plus de personnes puissent en bénéficier. Alors, c'est ça mon petit spot. Puis Christelle, je te remercie d'être venue à mon podcast. Ça m'a fait plaisir. Puis on va se revoir bientôt. Avec plaisir. All right. Salut. Salut.